le très élégant Robert Badinter disait, pour un avocat, plaider c'est convaincre. Et bon, non, je la rate. Vas-y, on la refait. Non, je l'ai raté, je l'ai raté. Non, je l'ai raté. Je l'ai raté. Non, on la refait pas, on m'a dit. C'est du direct. Allez, vas-y, relance-toi. On la refait. Ça finit le par très jouir. Élégant, ouais, c'est vrai. Allez, le très élégant Robert Badinter disait, pour un avocat, bravo. Ouais, bander, c'est plaider. Non. Plaider, c'est bander. Convaincre, c'est jouir. Bravo. Est-ce que c'est pareil pour la scène? Ah bah oui, évidemment, c'est pareil. C'est quoi? C'est jouer, c'est bander? Enfin bon, pour ceux qui peuvent. Tout ce que je sais, c'est que ça m'apporte un bonheur encore plus fort que la plaidoirie. Et déjà, la plaidoirie, c'était fort. Mais là, le rire, en fait, c'est comme... alors le rire. Ah, le rire, c'est un truc incroyable. De déclencher le rire dans une salle. C'est comme si je joue au tennis, je balance une balle, une vanne, et les gens me renvoient avec le rire une balle. Et on commence à faire des échanges comme ça. Et plus ils envoient fort le rire, plus j'envoie fort les vannes. Et vraiment, c'est un moment de connivence. Et c'est pour ça que c'est difficile la sortie de scène. Parce que le coup, pouf, rideau, et ben voilà, tu arrives ici. Et tout à l'heure, on était à 700 plus moi, 701. Et là, voilà, ce soir, vous êtes là, donc je suis moins seule. Mais sinon, voilà, c'est... Le One Woman Show, c'est ça. Bonsoir Caroline Vigneault. C'est le pire début d'émission qu'on ait fait dans le Figaro la nuit, je crois. Non, mais parce qu'en plus, je l'ai bossé toute la journée. Oui, bah, et je me suis dit, tiens, vas-y, tu vas la réussir, clac, 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 clac. Non, rien du tout. C'est bien que les gens voient la loge, parce que comme ça, on voit le show business. Tu vois, regardez la vue sur Paris, comme c'est beau. C'est superbe. Il y a une décompression quand on sort de scène? Pas tout de suite. Non. La décompression a lieu au bout d'une heure à peu près, parce que là, en fait, j'ai le corps avec le stress et le kiff, et ce qui est plein d'adrénaline, mon sang. Et plein d'adrénaline. Donc le temps que mon corps arrive à la gérer et que ça redescende, il faut un peu de temps. Et là, ce que vous entendez, c'est la pièce d'après, parce que j'ai un retour. Ah oui, il y a une petite sono là, d'accord. C'est pas une sono en fait, c'est le retour scène. C'est comme ça, moi, on peut me dire, Caroline, c'est bon, on descend, tout le monde est au courant. On est bien là? Ouais, on est bien. Bon, je pense que les gens qui ne vous connaissent pas n'ont pas compris l'analogie. Il faut leur dire. Non, mais je pense qu'on va attendre. On leur dit dit suspense, comme ça, il reste plus longtemps. Avec Badinter, quand même, il y avait un petit indice. Ouais, il y avait un petit indice. Le rire, quand on est humoriste, on est un junkie du rire. Ah ouais. Et moi, je suis une junkie du rire depuis que je suis enfant. Ouais. J'adorais, j'ai toujours aimé ça. Mais à l'époque, on disait que les gens disaient que je faisais mon intéressante. Ah bon? C'était chut, arrête de faire ton intéressante. C'est vrai que je faisais mon intéressante, j'ai envie de faire rire les gens, voilà. Et aujourd'hui, je suis payée pour faire mon intéressante et je kiffe. Et vous avez fait rire du monde ce soir? Ouais. Vous étiez dans la salle? J'étais dans la salle samedi soir. Et je sais que les gens ont ri. Comment on le sent, le rire, quand il éclate? C'est viscéral? C'est quelque chose au fond de soi? C'est une vague. Ouais. C'est une vague qui arrive et on la prend, elle vous remplit de chaleur. En fait, c'est une vraie drogue. Hein, quand on commence à sentir ça, après, s'en passer, c'est impossible. Moi, pendant le confinement, j'étais une droguée en manque de scène. En manque de ça, en manque de tournée, en manque de ces petites pièces noires pas très sympathiques. Parce que nous, quand on est dans la salle, on s'entend rire nous-mêmes, mais on n'entend pas la globalité. Vous voyez, quand même, vous êtes pris dans grognement, oui, mais on a du mal à le percevoir. Vous n'avez que ça moi, tout le temps. Moi, je le prends en pleine face. Je suis là pour ça. Hein. Il y a un moment dans le spectacle où vous dites, tiens, ça va être une bonne soirée ou une mauvaise, en fonction des rires, en fonction... Non, mais en fait, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de mauvais public. Je sais que des fois, les gens qui disent, ouais, ils sont pas chauds, ils sont pas ça. J'ai toujours pensé que si on était bon et qu'on faisait rire, on fait rire. Après, avec le même texte, on est des êtres humains, on ne joue pas la même chose tous les soirs. Les soirs, on est plus fatigué, les soirs, on est plus motivé. Des fois, on a une super bonne nouvelle, en pleine forme. Des fois, on vient de se faire larguer. Il faut monter sur scène et se faire rire. Dans ces cas-là, c'est plus difficile. Donc c'est uniquement de votre faute, d'une certaine manière, si ça prend pas. Ouais. Après, il y a des salles qui sont plus taisantes que d'autres. Exemple, moi, je ris très peu en sonore. Ouais. C'est-à-dire que je me marre beaucoup intérieurement. Je suis un peu comme vous. Ouais. Je kiffe et je souris. C'est pas éclatant. Mais c'est pas éclatant. Ouais. Si vous remplissez une salle avec des gens comme moi, pour le comédien ou la comédienne, c'est l'enfer. Et ça ne veut pas dire qu'à la fin, on ne peut pas avoir une standing ovation parce que tous les gens ont kiffé. Sauf que nous, on n'a pas de message sur scène. On se dit, oh là là, ça ne leur plaît pas. Donc, on sort les rames, on accélère, on appuie sur les césures. On essaie donc, il peut y avoir une personne dans la salle qui rit très fort. J'imagine que ça entraîne les gens. Ouais. Le fait de rire, ça entraîne aussi les autres. Et puis, il y a un effet qui est très connu dans les soirées. Vous savez comment ça marche. Ouais. Si vous faites une soirée et que vous prenez une trop grosse salle avec 10 personnes, jamais ça va prendre. Ouais. Parce que ça ne va pas vous foutre et tout. Si vous prenez une trop petite salle avec 200 personnes et que c'est comme ça, ça va partir en folie parce que justement la proximité fait que la soirée
prend. Et ben dans une salle, c'est pareil. Si vous jouez dans une salle à moitié vide, c'est beaucoup plus dur de faire rire les gens que si elle est pleine. Est-ce qu'il y a une ou deux vannes où vous dites, tiens, celle-là, là, je le sais, elle doit marcher. Si elle ne marche pas, ça va être compliqué. Avant de les jouer, à l'écriture? Oui, ou avec l'expérience, à force de jouer la pièce le soir. Ouais, bah, dites, tiens, à 2 minutes 30, j'ai une bonne vanne. Non. Alors, si j'étais comme ça, ce serait dramatique. Là, je sais que toutes mes vannes marchent. Oui. Ça fait plus d'1 mois et demi que je joue. Donc, si ça arrive plutôt, je me dis, celle-là ne marchera pas, il faut que je la change. Ah oui. Donc ça, c'est vrai. Mais il n'y a aucune de mes vannes qui ne marche pas, sinon je les vire. Il y a des vannes que j'ai tenté. À tous les coups, elles marchent, et d'autres peut-être un peu moins. Heureusement. À 1 mois et demi, c'est obligé. Après, moi, dans mon écriture, j'ai pas que des vannes pour exploser de rire. Oui. J'ai décidé, dans ce spectacle, de faire vivre... D'abord, c'est un vrai spectacle, donc il y a un début, une fin, une histoire. J'emmène les gens par la main jusqu'à une histoire. Et puis, j'ai décidé de leur faire vivre des émotions. Parce que c'est ça que j'aime dans les films, dans les spectacles, c'est vivre des émotions. Ressentir quelque chose. Donc, il y aura de l'amusement, il y aura du rire. Et il y aura aussi des émotions qui sont plus tristes. Et quand on choisit de jouer sur ce type d'émotions, le plus difficile, c'est de ne pas faire descendre les gens trop bas pour arriver à les remonter. Quand je parle de la mort de mon père, par exemple, il ne faut pas que ce soit trop triste. Parce que sinon, je n'arriverai jamais à les faire rire à nouveau. Donc, c'est vraiment un subtil dosage de comment on fait pour avoir assez d'énergie pour remonter. Justement, il faut que je vous avoue quelque chose. Je vous connaissais assez peu. Comment ? Non, mais c'est vrai, Caroline. Oui, l'humoriste. J'allais dire qu'elle était ancienne, mais on ne dit pas quoi. Non, on ne dit pas quoi. Je suis venu vous voir samedi, je trouve que franchement, ce que vous faites, c'est prodigieux. Franchement. Mais est-ce qu'on peut avoir un gros plan? Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir un gros plan? Alors, je ne suis pas spécialiste du théâtre, mais c'est prodigieux. C'est prodigieux. Parce que... Maman, si tu regardes, t'as vu, il a dit prodigieux. Mais parce que, en effet, j'ai ri, j'ai éclaté de rire, et j'ai versé quelques larmes. Et parfois, je ne savais plus pourquoi. Ouais. C'était voulu, ça? Ouais. J'ai envie de... surtout que c'est pas commun de ressentir ce type d'émotion dans un spectacle d'humour. J'avais déjà un petit peu expérimenté avec Croque la pomme, puisque à la fin du spectacle, seulement à la fin, je dis... Enfin, tout le fil rouge du spectacle, c'était... pourquoi est-ce que je suis féministe? Je ne sais plus pourquoi je suis féministe. Et à chaque fois, je dis, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça. Et j'essayais de trouver pourquoi j'étais féministe, que j'avais oublié. Et à la fin du spectacle, je faisais un tour du monde des violences faites aux femmes dans les pays, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, en prenant des noms, des drames, en parlant de ces femmes. Et à la fin, je disais, ça y est, c'est pour ça que je suis féministe. Et c'est pour ça que vous l'êtes aussi, même si vous ne le vouliez pas, même si vous ne le saviez pas. Parce qu'au fond, parce que je parlais des hommes avec un grand H et ça, je terminais dans « Nous sommes tous des femmes » avec un grand F. Et donc, il y avait déjà ce moment où pendant, ça durait 10 minutes, les gens en prenaient plein la gueule dans les violences, les lapidations, l'excision. J'y allais surtout pour rappeler pourquoi il y avait des problèmes dans le monde. Et quand on les mettait bout à bout, on disait, mon Dieu, c'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup de combats à mener. Donc, après avoir ri pendant presque 1 heure... C'était 1h30 de rire et 10 minutes difficiles. Et je me suis dit, tiens, ce serait encore mieux d'arriver à mixer avec la difficulté, comme je vous disais, de trouver les subtils équilibres pour garder le rire et de remonter en rire. Et samedi soir, ça crie dans la pièce. C'est une pièce super d'ailleurs. L'amour chez les autres, ils sont 6 sur scène. Au théâtre Édouard VII. Ouais, au théâtre Édouard VII. Vous étiez Vous, samedi soir, je ne sais pas si c'est toujours le cas, à la fin, vous étiez ému et vous pleuriez vous aussi. C'est tous les soirs comme ça? Non, c'est pas tous les... l'émotion, elle est là tous les soirs parce que à la fin, je parle de choses qui me sont arrivées, qui sont assez difficiles à vivre. Et donc, évidemment, j'en parle. Et puis, je m'adresse à mon père, qui ne savait pas, et qui ne le sait pas si on considère qu'il est mort avant de le savoir, ou alors on considère qu'il le sait parce que je le dis et que les morts entendent. Ça, c'est chacun voit ça comme on y veut. Mais du coup, oui, c'est émouvant. Et puis, c'est émouvant de parler de ça et d'être applaudi en même temps. Parce que je me dis... ça a été dur à écrire, enfin, pour que les gens comprennent. Et en fait, je parle de mes agressions. J'ai subi 2 agressions sexuelles et un viol. Et j'en parle sur scène. Et quand j'ai décidé de l'écrire, à l'écriture, c'était difficile. Et puis surtout, je me suis dit, on va aller plus loin, on va en faire rire. Parce que, comme pour le deuil, où je veux faire rire les gens avec le deuil parce que je veux dire aux gens, moi, je me suis effondrée avec le deuil quand mon père est mort. Le deuil était très compliqué. Et aujourd'hui, je ris à nouveau. Donc, le message, c'est... Vous inquiétez pas, on va rire de ça. Et un jour, vous aussi, si ça vous arrive, si vous le vivez en ce moment, on va en rire. Et pour les agressions sexuelles, le viol, c'est la même chose. Il va falloir continuer à vivre avec ce truc. On ne peut pas ruiner sa vie et plus jamais être heureuse, etc. Ça donnerait trop de pouvoir aux agresseurs. Donc bien sûr, j'aurais aimé que ça m'arrive jamais.
Je rêverais que d'une chose, c'est que ça n'arrive jamais, plus jamais à aucune femme. Mais je m'adresse à toutes celles et à tous ceux, parce que je pense aux hommes aussi, à qui c'est arrivé, en disant venez, je vais vous prouver qu'on peut rire de ça, qu'on peut rire à l'enterrement de son père. Et du coup, ça sera un truc positif qui sortira de ça. J'ai plein de questions sur ces deux sujets, mais je vous ai senti aussi ému, un truc plus prosaïque. Vous dites, Édouard VII, c'est mon combat, et là, je réussis un truc. Parce que, ce que je comprends pas, j'ai lu que vous aviez rempli avec vos 2 précédents spectacles des salles, 500 000 spectateurs. Mais on ne vous produit pas et on ne vous fait pas confiance pour remplir une salle comme Édouard VII. Non, c'est très gros. Je ne suis pas du monde du spectacle, donc je peux... Là, j'ai joué, c'est 700 places, Édouard VII, pendant près de 3 mois, on a 34 000 billets à vendre. Ouais. Donc c'était un vrai gros challenge et qu'on est en passe de réussir. Et pour y arriver, comme je n'avais pas de producteur et que je voulais faire ce que je voulais et être libre, j'ai mis en gage la maison que j'ai héritée de papa, avec un petit peu de peur parce que je ne voulais pas la perdre, mais en même temps là, me dire mise sur toi meuf et tout va bien se passer. Et après il fallait que j'écrive un bon spectacle, donc, parce que bien sûr le spectacle, le théâtre ça se réserve 1 an et demi avant, donc vous dépensez beaucoup d'argent. J'avais fait un emprunt à la banque et tout, vous dépensez de l'argent et vous savez, et j'avais pas encore le texte que j'allais jouer. J'étais en train de l'écrire, je me disais il faut que ça soit bon, il faut que ça soit bon. Donc j'ai beaucoup bossé en me disant si ça plaît pas, mais que j'ai bossé assez et que moi ça me plaisait, c'est possible, mais je regretterai pas. Voilà. Alors que si j'ai pas assez bossé et que j'arrive et je dis oui, alors attendez, dans 3 mois il sera meilleur, je vais réécrire, oui, mais dans 3 mois c'est fini Édouard VII. Donc il fallait que j'arrive à Édouard VII avec un bon spectacle. C'était mon challenge. Et tous les soirs, comme c'était beaucoup de stress, en plus du stress de la comédienne, du stress de l'autrice, de monter sur scène, voilà, j'ai le stress de la productrice qui était de garder ma maison, de mon père. Et tous les soirs, je me mets sur le côté, j'adore les sentir, la salle, les gens qui parlent, ça fait des vibrations, des ondes qu'on ressent. Et tous les soirs, je me suis promis, là il reste 15 représentations. Jusqu'au 30 mars? Ouais, jusqu'au 30 mars. Et tous les soirs, je me dis, tu vas kiffer. Et ce moment-là, je le prends pour moi, je me dis, regarde, on l'a fait. Parce que je dis on, parce que c'est la productrice, l'autrice, la metteuse en scène, donc c'est on. Salut Andy. Salut. Viens. Bonjour. Viens mon chat. Je vous présente Andy Coq. Tu peux dire bonjour, on est en direct. Bonjour. Sur Figaro la nuit. Et donc Andy joue dans la pièce que vous entendez. Là, c'est vous qui criez? C'est pas nous, c'est pas moi, mais c'est mes collègues, oui, mes partenaires. J'aime beaucoup votre costume. Merci. Ah ouais, non mais la pièce c'est génial, je l'ai dit, il faut aller la voir. Chez les autres. Voilà, il faut aller les voir. À Édouard VII à 21h. Mais vous êtes là entre deux scènes? Non, j'arrive 30 minutes après le lever de rideau. Ah oui, donc c'est pour ça que je suis voilà. Mais là, je vais y aller. Et c'est un excellent comédien. Bisous. Merci. Bonne soirée. Merde. Merde. Yes, je comprends. Vous savez pourquoi on dit merde? Non. Vous savez pas? Parce qu'on marche dedans, c'est porte chance. Non. Ah bon, c'est pas pour ça? Non. Il ne faut pas dire merci, ça je sais. Jamais, il faut dire je prends. Ah, je prends. Voilà, on dit je prends. Ouais. Pourquoi merde? Je vous dis pourquoi. Parce qu'avant, on venait au théâtre en voiture à cheval. Oui. Et que plus il y avait de spectateurs, plus il y avait de caca, de cheval, parce qu'il y avait des voitures à cheval devant le théâtre. Ça, c'est une belle anecdote. Et donc, plus on voulait beaucoup de merde, parce que ça voulait dire beaucoup de spectateurs. Et c'est pour ça qu'on se souhaite de la merde. Merci, même s'il n'y a plus de chevaux. Non, théoriquement, normalement. Ouais. On quitte le showbiz. Vous avez beaucoup de costumes, hein? Oui, parce que je transpire beaucoup et qu'il faut le temps de les laver, de les changer, et voilà. C'est une créatrice à qui j'ai demandé de le faire parce que ce costume s'appelle... c'était un mélange que j'avais eu l'idée de créer. Et donc, elle s'appelle Carolina Ritzler et c'est elle qui l'a fait à ma demande. Voilà. C'est très élégant. Un peu survêt en bas. Ouais, survêt en bas et vestes de jogging aussi en haut. C'est une veste de jogging. Enfin, c'est une veste non, c'est pas une veste de jogging, c'est une veste de tailleur, de costume, mais faite avec des manches de jogging. Voilà, une idée de plus. On va y aller, donc je ferme les lumières. Allons-y. On quitte. Oui, c'est vrai que. On se demande toujours comment c'est les loges. Ah bah c'est beau, hein. Mais vous n'êtes pas Mick Jagger, vous détruisez pas la loge. Non, j'ai même pas demandé qu'elle soit repeinte en rose, qu'il y ait des fleurs. En revanche, regardez, il y a mon nom, et ça déjà, c'est un petit kiff parce que Édouard VII, j'y suis, je voulais y aller, j'y suis. Hein. Et alors pourquoi Édouard VII d'ailleurs? Ah bah ça c'est parce que la productrice que je suis, j'ai pris la liste des théâtres parisiens et je me suis dit, meuf, c'est lequel où tu voudrais aller? Ouais. Et en prenant la liste, j'ai fait, il y en a un où je rêve de jouer, c'est Édouard VII. Mais pourquoi? Parce que vous avez vu la salle? Ah oui, la salle est superbe. Elle est magnifique, c'est hyper beau, il y a des pièces super, il y a une atmosphère, et puis voilà, moi, je n'avais jamais joué à Édouard VII, et maintenant je peux dire, j'ai joué. Édouard VII. Est-ce que
C'est Tu le veux bien me showbiz. mettre un coup d'écharpe. Pardon. Mais elle est lourde cette écharpe. Ah oui, c'est une écharpe de comédienne. C'est Édouard VII. C'est vrai. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est très beau ici. Alors, il y a ces cartons qui m'ont surpris quand je suis Ah, c'est arrivé. bizarre ces cartons, qu'est-ce Oui. que c'est? Vous m'expliquez? Oui, c'est une idée que j'ai eue. Alors, je fais attention. Alors, c'est une idée que j'ai eue pour la Mais Saint-Valentin. Vous savez qu'on ne peut pas citer de marque. D'accord. C'est une idée que j'ai eue pour la Saint-Valentin. J'avais envie d'offrir à Ça mes bouge pas. spectatrices un petit cadeau pour la Saint-Valentin. Et souvent, on offre des roses ou un truc. Et je me dis, oh, et si on offrait un sextoy? Oui. Et du coup, toutes les filles de la salle ont reçu un sextoy pour la Saint-Valentin. Sauf qu'on on avait vu beaucoup plus large. Je pensais qu'il y aurait très peu d'hommes dans la salle parce qu'il y avait un match de foot. Oui. Je pensais que la salle allait majoritairement de filles. Et pas du tout, il y avait plein de mecs. Du coup, il m'en restait plein. Donc, tous les soirs, j'offre aux 50 premières femmes, je le dis, hein, aux 50 premières femmes qui rentrent dans la salle, voilà, il reste tout ça. Et donc tous les soirs, 50 sextoys. C'est, comment vous dire, c'est un petit aspirateur, voilà. Ouais. Ça se pose sur le clitoris, ça aspire le clitoris et en moins d'1 minute, ça vous arrache un orgasme. C'est un peu comme un Dyson. Mais ça vaut pas. Pour les plus âgés, un Roventa. Voilà. Mais ça Mais vaut... on l'essaye pas avec l'aspirateur. Hein. Mais ça vaut pas un rire pour vous, je le sais. Pour vous, c'est ça. Ah bon, on peut rire avec un sextoy aussi. Hein. Pourquoi pas? Donc ici, c'est les cuisines. C'est là qu'on peut se reposer, manger. Et ce qu'on a traversé, là où il y a les cartons, c'est le foyer où on fait de la répétition. Et vous avez encore ici un retour pour savoir quand les comédiens bougent, pour savoir où on en est dans la pièce, à quel moment on doit entrer, etc. On n'est pas dans le noir pour se dire tiens, ils ça, en c'est sont bon. où, quoi. Ouais. On écoute, on se dit ok, c'est pas encore à moi. Et vous avez déjà fait du théâtre Non. Une pièce Non, avec jamais. d'autres comédiens? Jamais, Et jamais. à l'occasion, Et là, sur son cheval, c'est Édouard VII. on va le voir. Ouais, oui. Est-ce que quand vous faites de la promo et tout, vous dites là, il faut que je sois drôle, parce que c'est maintenant? Parce qu'il y a des gens qui sont très drôles sur scène, il y a des gens qui sont très drôles à la radio, il y a des gens qui sont très drôles Parce instinctivement, et vous que écrire le spectacle, il est écrit, j'ai mis du Oui. temps à l'écrire, j'ai réfléchi. Oui. Quand vous êtes en promo, là, maintenant, non, on peut ne pas être drôle. Parfois, on est fatigué, parfois, on est de mauvaise humeur, parfois. Alors là, j'admire ce que je vois là. Ouais. Il a Mais je vous ai pas présenté Riyad. Salut Riyad, Donc, en c'est le marche seul qui travaille. arrière, quoi. Ouais. Et Et s'il vraiment. tombe, S'il normalement, tombe, la on caméra rigole, est on rigole. stabilisée. On Et, peut le pousser un peu ou pas? On peut essayer. Personne n'a réussi encore à le faire tomber. Moi, j'ai essayé de le mettre sous une Franchement. voiture. Ah, et ça n'a pas marché? Non, il esquive tout. Il esquive tout. Il est fort, ce Riyad. Non, franchement, la descente en marche arrière, magnifique. Puis ici, c'est très beau. Ça, c'est l'entrée. Regardez ça, j'aime beaucoup. C'est Théâtre Oui, Édouard parce que VII. on ne peut pas rentrer, mais on peut voir ce que ça donne. C'est ça, avec et à la place des numéros, il y a des gens. Et c'est très très joli, c'est un théâtre à l'italienne, c'est magnifique. Vous faites pas, vous, la vanne du premier rang? T'es venu avec ta femme? Non, Ouais, t'appelles comment? Ah, ça reviendra à la mode. Ouais, non, je fais pas ça. non. Non, et même quand les gens arrivent en retard, je dis rien. Ah, vous dites rien. Oui, Non. normalement, il y a un petit Non, truc. ouais, mais moi. Et vous je faites pas sais- non plus le... En plus, je joue à 19h. Ah, Je joue à 19h. Je sais que c'est pas simple d'arriver à Paris, en plein cœur de Paris à 19h. Donc, franchement, les gens viennent passer un bon moment. pas envie de Voilà. les agresser. Non. Vous vous moquez pas de la personne qui est en retard non, Non, plus, ça vous qui faites se lève pas? pour faire pipi, tout ça. Non, je fais Non. pas. Mais vous avez quand même des petits... Salut. Alors, attendez, je vous présente quand même. Ah oui. Il y a des gens, là. Dans Zonzo, il n'y a pas de spectacle, on parle jamais. Vous êtes en direct, les amis. Hein. Vous me dites bonjour. Bonjour, voilà. Bonjour. Tous les gens, il y en a plein qu'on ne voit pas, que ce soit tous ces gens-là, ou aussi là-haut, en technique, voilà. Sans eux, il n'y a pas de spectacle. Donc merci les amis. Merci à vous pour le spectacle aussi. Vous n'avez pas retrouvé d'ailleurs le bonnet? C'est peut-être un de mes collègues qui l'a trouvé. Je sais Non, pas de bonnet. Tant pis. Perdu votre bonnet? Non, mon fils est venu voir mon spectacle et il a perdu son bonnet. Et du coup, il est désespéré. Vous avez quand même des petits trucs pendant le spectacle, si vous perdez le fil, Bonsoir. si... Bonsoir. Si, mais Non, c'est pas grave. pas de problème. C'est pas grave, vous pouvez passer. Hein. N'ayez pas peur. Des petits trucs comme ça dans le spectacle pour vous rattraper, la petite vanne facile, si jamais Je ça- déteste les vannes faciles, ça me saoule. Non mais là c'est très beau. C'est pas, franchement. Non mais là je concède. Non, mais voilà. Ah, j'aime bien que vous concédiez. Oui, oui. Non mais parce que des beaux théâtres dans Paris, il y en a des dizaines. Pourquoi Édouard VII plus que les autres? Qui est très beau, c'est vrai. Mais Bah, là, en fait, j'aime il y a une âme pour moi, Édouard VII. Quand j'ai vu, moi j'ai vu que des bonnes pièces à Édouard VII déjà.
Il y a l'Olympia, évidemment, j'ai déjà joué à l'Olympia, mais déjà l'Olympia c'est 2000. Hein. Oui. Donc c'est-à-dire que si on fait l'Olympia, bah, en fait on en fait moins de dates. Ouais. Moi j'avais envie de m'installer, de faire plusieurs dates. 700 c'était déjà énorme, c'était un gros challenge. Et puis jouer à Édouard VII, pour moi ça veut dire quelque chose. Enfin, vraiment ça me faisait kiffer. Voilà. Et je me suis dit, bah vas-y meuf. Prends Édouard VII. Bah, regardez quand même, venez voir. Mais vous pourriez acheter un appart ici si ça marche. Franchement, je crois pas. J'aimerais bien, mais non. C'est quand même la classe à Vegas. Ouais, Édouard VII, t'as ton affiche. Que Vous j'ai n'êtes fait pas toute habillé seule. comme ça. Dans le spectacle? Oui. Non. Non. Mais j'explique pourquoi. Oui. Je suis trop vieille. C'est pour faire venir à Pour passer faire le chaland. venir le chaland, exactement. Et ça marche. La preuve, vous êtes venus. Oui, c'est vrai. Vous voyez? Et j'ai même conseillé aux autres de venir. À cause de la tenue. Non, parce Ah. que vous m'avez fait pleurer, je Ouf. vous l'ai déjà dit. Le principe de votre spectacle, c'est ça. C'est ça. Mais là, il faut expliquer, parce que c'est très bizarre. Hein. On Oui, sent, Oui, ça fait un peu Illuminati. ouais, là, c'est ou un truc exactement. comme La ça. meuf est dans Oui. une secte. Pas du tout. C'était une Et vous montagne. faites, alors, et vous En fait, faites, vous êtes nuls vous faites comme ça tout le long du spectacle. Oui, parce qu'il y a les jeunes et les vieux. Ouais. Et moi, je suis au sommet de la montagne parce que j'ai la moitié de ma vie. Oui. Mais donc vous prenez, en gros, vous êtes sage, quoi. Moi, je suis sage. Bah, c'est ce que vous dites. Vous Ah bah, c'est avez bien, le c'est- recul pour juger ce C'est que là font- qu'on se rend compte qu'il ne me connaît pas du tout. Non, mais Non, je ne suis c'est pas le ça. sage. C'est-à-dire que moi, je suis à un âge où je comprends les jeunes et les vieux. Parce que je comprends déjà les jeunes, mais encore les vieux. Ouais. Parce que moi, je comprends, et je comprends pourquoi ils ne se comprennent pas. Parce que j'ai vécu leur époque à eux. Quand j'étais dans la montée, les vieux étaient au sommet et les très très vieux, bon, bah, eux, ils sont partis. Et donc voilà, hop. Et maintenant, moi, je connais. Je comprends pourquoi les jeunes ne comprennent pas un monde sans Internet, un monde où les femmes n'avaient vraiment pas beaucoup de pouvoir. Mes grands-parents ont vécu une époque. Putain, je vais vous montrer un truc parce que Ouais, vous voulez que je vous montre le Paris, mon Paris. Oui, allons-y. C'est un café où je vais manger tous les soirs. D'accord. Voilà. Donc, je sais pas si les propriétaires sont là, c'est très sympa. Voilà. Tous les soirs, je viens manger après le spectacle, je viens manger ici. Et vous prenez quoi? Alors moi, je prends une salade vitalité. Ça a l'air très pénible. Le Non, nom a l'air très pénible. Non, c'est des légumes avec du saumon. Ah ouais. Ouais. Ah oui, mais il faut rentrer dans le costume, il est gentil. Lui, Ouais, s'il c'est mange vrai. des Mais burgers vous tous les dépensez, soirs. vous dépensez sur ça. Oui, c'est vrai. Je pourrais manger un burger, mais j'en mange de temps en temps. Bon. Ah, il fait froid. Hein. Alors cette pyramide, parce que Non, vous me mais dites, c'est je pas la du tout comprends. une pyramide. Non, cette montagne, Non, pardon, mais comme vous n'importe êtes comme ça tout le long, vous Faut pourrez- revenir le voir. Oui, hein. c'est vrai que c'est une montagne. Vous dites, Pyramide. je les comprends des deux côtés. Est-ce que vous comprenez tout? Est-ce que vous comprenez tout Alors, chez les anciens et Non, tout chez les je jeunes? comprends tout, sauf quand on arrive trop en bas. Chez Ah les oui. trop jeunes et les trop vieux, j'ai plus de mal. Oui. C'est normal. Et un jour, mais c'est obligé qu'un jour je ferai des trucs comme les vieux ou que je ferai devenu je dirais non mais non mon fils il ne peut pas coucher avec un robot. Mais c'est pas un robot maman, c'est une vraie femme. Non, c'est un robot. Oh là là, n'écoute pas ma chérie. Maman est complètement réfractaire à ça. Mais t'es nulle. C'est la honte. Mais enfin, c'est un putain de robot. Tu vois? Donc, Ouais, évidemment, là, forcément. ah oui, mais Oui. eux, ils diront non, Ouais, pas du tout. C'était un humanoïde, c'est la même chose. Ils défileront avec des drapeaux de je sais pas quelle couleur pour dire que les humanoïdes et les humains sont pareils. Et nous, on fera non, c'est des putains de machines. Et ils nous traiteront de vieux cons. Ouais, ouais. Et on mourra dans les EHPAD en disant ça. Et puis après, bah, voilà. Et c'est un cercle infernal et infini. Moi, je me souviens que mon grand-père, il disait que le rock, c'est pas de la musique. Bon, bah voilà. Aujourd'hui, les Beatles, Ouais, non, il n'y a pas trop de. tu vois, il n'y a plus trop de. Voilà. Vous Alors, voyez, pardon. qu'est-ce que vous comprenez pas, par exemple? Le truc Chez- que vous comprenez pas chez les vieux. Ce que je ne comprends les seniors. non, c'est pas que je comprends pas, c'est que je n'accepte Voilà, pas. que vous n'acceptez pas. Bah, c'est leurs idées un peu rétrogrades sur la femme, Ok. évidemment. Ok. Gérard Larcher, qui pendant des mois et des mois vient nous expliquer à nous, les femmes, que non, il a regardé et qu'il pense que l'IVG n'est pas en danger. J'ai envie de dire, mais t'habites sur quelle planète, toi? Oui. Oh, Est-ce non, qu'en il y a France, pas il n'a pas besoin. raison dans le fond, en danger? Bah, il y a encore. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, Oui, ça, qui est c'est vrai. une démocratie. Oui. Hein. On ne parle pas de l'Afghanistan, on ne parle pas du Pakistan, on parle des États-Unis et ce qui est en train de se passer est dramatique. Donc, il faut être vigilant. Je suis désolée. Il faut assurer une maison avant qu'elle flambe. Parce qu'une fois qu'elle a flambé, l'assurance ne sert plus à rien. Gérard Larcher a fini par faire valider tout ça. Ouais, c'est vrai. Gérard Larcher n'a rien fait valider. Moi, je pense que c'est grâce notamment à la connerie de CNews là, qui est partie en totale vrille sur l'avortement. Les gens sont montés en flèche. Je pense que les femmes des sénateurs ont dû aussi bien appuyer Ah, vous pour que pensez que leur... ça peut jouer ouais, je suis sûre.
Et alors, ce que vous ne Bah, il comprenez y en a pas, plein qui ont retourné leur veste à ce moment. Ça passait pas, puis d'un coup, c'est passé. est-ce que vous Quelle ne- que soit la raison, moi, je suis contente. qu'est-ce que vous ne comprenez pas, que vous n'aimez pas chez les jeunes, ce côté-là de la montagne? Ce que je raconte dans mon spectacle est vrai, là, les LGBTQI2SAA+, par exemple, je ne comprends pas. Je me suis fait expliquer plusieurs fois pour essayer de comprendre. Mais par exemple, j'avoue, scoliosexuel, pan, je comprends à peu près, pansexuel, xénosexuel, demisexuel. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est que cette notion. On a beau m'expliquer, je fais OK, mais j'ai tellement pas grandi avec ça que je ne le comprends pas. Mais pour autant, c'est ce que je dis dans ce spectacle, c'est pas parce que je comprends pas que je veux pas vivre avec. C'est le vivre ensemble, mais il faut que autant moi je vous dis je vous aime et soyez ce que vous voulez être et ça me va très bien, mais acceptez l'idée que peut-être je peux ne pas comprendre parce que je suis trop vieille. Voilà. Et c'est ce que je dis quand je vois une personne vieille et raciste. Je lui en veux pas en fait. Homophobe, je lui en veux pas. Je lâche l'affaire, exactement. Moi je vais convaincre les jeunes racistes, les jeunes homophobes. Eux il faut les convaincre parce qu'il y a encore de la montagne et du chemin. Ceux qui sont en fin de course, ok. Tant pis. Moi mon grand-père en EHPAD un jour il m'a dit je ne mangerai jamais à la table d'un Bosch. J'ai essayé de lui dire, bon, papy, ok, mais les Boches, c'est fini, les Allemands d'aujourd'hui, c'est comme moi et tout. Et en fait, je me rends compte que le traumatisme qu'il a vécu, je ne l'ai pas connu, ses copains qui sont morts, la Gestapo, il a été dans les résistances, il a vécu des traumatismes énormes. Et donc lui, c'est impossible d'entendre de l'allemand, de s'asseoir avec un Allemand. Il est dans un EHPAD, qu'est-ce que je vais aller essayer de le convaincre que ça a changé, que le monde a tellement changé. Donc voilà, il vit dans son monde avec ses références à lui et il faut l'accepter. Et pour autant, on fait changer le monde, mais je voudrais plus de tolérance, en fait, c'est ça. Voilà. L'Olympia. Bon, alors, là, il y a écrit Dajak Triki, mais Vous savez qui c'est? pas du tout. Ah ouais, c'est ça, vous êtes en train de basculer de l'autre Ouais, côté de la montagne. alors, c'est un rappeur. C'est un rappeur. Ah, putain, j'avais pas peur. Ouais. Non, là, Et alors, j'avoue, vous, un jour, vous avez eu vos oui, lettres rouges. il y avait écrit Caroline Vignon. Vous avez la photo, je suis 2 sûr. fois. Ouais. Ouais. Et alors, c'était l'objectif d'être là. Oui, oui, c'était le rêve. Ouais. Quand j'ai commencé ce métier, je me suis dit, un jour je serai à l'Olympia. Et alors régulièrement, je jouais dans une petite salle qui s'appelle Le Lieu, qui fait 40 places, qui est rue de Trévise. 40 places, ça ne veut pas dire qu'il y a 40 personnes. Il y a 40 places. Ouais. Quand il y en avait 3-4, déjà c'était une grosse soirée. Et souvent, après avoir joué, je venais jusqu'ici et un jour, je disais même pas, un jour je serai là. Un jour il y aura mon nom. Et un jour il y a eu mon nom et je me suis dit, c'est en 2016 la première fois. Et j'ai vraiment kiffé ça, je me suis délectée de chaque pas sur cette scène, etc. Mon père n'est pas venu, parce qu'il n'a pas vu l'importance de l'événement, alors que j'ai essayé de lui expliquer. Je faisais 2 dates, une première et une dernière, donc 2 exceptionnelles. Et il m'avait promis qu'il viendrait quand je referais l'Olympia, et donc en 2022, quand j'ai refait l'Olympia, il n'est pas venu, puis c'était mort. Voilà. Mais donc là j'en ai fait 4 Olympia, et j'ai fait projeter son nom sur le fond de la scène pour qu'il soit avec moi. On en parle dans la voiture, on va se mettre au chaud. Allez, oui, c'est vrai que ça caille. Oh là là, quelle belle voiture! Allez, alors, non, il faut que vous alliez de l'autre côté. Quel côté Venez, de ce côté-là. Ah, le côté où je vais me faire écraser, quoi. Non, regardez, je vous fais attention. C'est pas un Oh drame. là là, Quoi qu'un c'est drame en beau. direct, ça pourrait être sympa. Hein. Ouais, ça ferait de l'audience. Hop. Riyad, je t'ouvre la porte. Bon, vous savez où on va? Pas du tout. Bon, je vous le dis pas là. On va où? Regarde le secret. Non, mais je pense que ça va vous faire plaisir. On va au soleil, j'espère. Je vais avoir du mal là. Vous n'êtes pas parisienne vous? Moi, non. Je suis arrivée à Paris pour la Sorbonne. Ouais. Ouais. J'ai grandi en Seine-et-Marne, à côté de Melun. J'ai fait mes études à Melun. Oui. Et 7-7 représente. Et je suis arrivée à Paris, à la Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, à l'âge de 19 ans. Le fil de votre spectacle, c'est donc cette montagne. La pyramide. Non, mais oui, c'est vrai. La pyramide. Ça aurait pu être une pyramide dans le fond. Oui, mais après j'ai choisi la montagne. Ouais. Pour, par rapport à l'alpinisme, par rapport à la Réunion, Oui, c'est d'autres tirer sujets. le fil. Oui, mais il faut aller voir le spectacle. Il faut aller voir le spectacle pour comprendre la pyramide. Et donc c'est cette montagne et votre père, il est là tout le temps au fil du spectacle. J'imagine que c'est lui qui a déclenché l'écriture de ce spectacle, d'une certaine manière. Je sais pas si c'est lui qui a déclenché, mais ce qui est sûr, c'est que quand papa est mort, je l'ai très très mal vécu. Mon corps a lâché de partout, j'ai dû être hospitalisée.
Donc c'est fou parce que le cerveau a mis mon corps en PLS. Et après l'hospitalisation, ça allait un petit peu mieux. Je suis passée par la colère, donc je ne pouvais pas du tout en parler. Et là, l'apaisement. Donc je me suis dit, c'est le moment où je peux déjà en parler. Et je me suis dit que j'allais en parler aux gens parce que j'aurais aimé, moi, quelqu'un me dise, c'est normal, ça va, ça va, et tu vas rire à nouveau un jour. Parce que c'est très compliqué de perdre son père. Je me suis dit, c'est un peu comme... c'est marrant parce que moi j'ai des copains qui avaient déjà perdu leur père, j'étais à l'enterrement et j'avais eu de la peine pour eux. Puis bon, le lendemain, pour moi, ça allait. Je trouvais ça triste, mais je ne m'en rendais pas compte. C'est un peu comme quand on vous dit, tu verras quand tu auras des enfants. Et il n'y avait rien de plus qui m'énervait quand j'avais pas d'enfants. Je dis, c'est bon, je me doute bien, la fatigue, les couches, l'amour que tu leur portes. Non, mais tu ne peux pas comprendre tant que tu n'en as pas eu. Les gens qui me disaient ça, j'ai envie de les taper. Et puis un jour, tu as des enfants et tu fais, ah d'accord, j'ai compris. Parce que je m'étais pas... On peut pas se rendre compte de ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu. Parce que c'est un truc... extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Et la mort d'un papa ou d'une maman, c'est extraordinaire parce qu'il se trouve que depuis que je suis née sur cette planète, mon père est là. Ouais. Et que d'un coup, il n'est plus là. Et ça fait quand même quelques années qu'il est là, ça fait plus de 40 ans. Et ce qui est fou aussi, c'est que la planète continue de tourner comme si Pierre Vignon n'était pas mort. Ils s'en foutent les gens. Moi, j'ai envie de le crier, moi j'ai envie de crever. Et ce qui est normal, hein, les gens vivent leur vie. Et là, du coup, tu te dis, n'oublions pas que quand nous aussi on va mourir, ça sera pareil. Donc déjà, il faut arrêter de donner de l'importance. Et donner de l'importance à la vie des gens, la vie L'(AVS, alors à vie, ou ce qu'ils pensent, parce que quand tu vas mourir, ils ne viendront même pas à ton enterrement. Donc déjà, ça relativise les choses. Tes emmerdes du quotidien, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai eu une mauvaise note, j'ai eu un mauvais rapport, je sais rien, mon patron me casse les couilles, j'ai peur de me faire virer, je me suis fait virer, ma femme veut me quitter. Ok, tout ça, tu as le droit d'être malheureux, mais tu vas mourir. Donc ne l'oublie pas, garde-le en target. Je le dis à tout le monde, tous les gens qui nous écoutent, vous allez mourir, tous, sans exception, il n'y en a pas un de nous qui va s'en sortir. Il ne faut pas en avoir peur, puisque c'est la vie, et on n'a pas le choix. La mort fait partie de la vie, c'est comme ça. Et la chose positive, c'est que quand tu t'en rends compte, c'est pas moi qui le dis, c'est Confucius, il dit on a 2 vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec la mort de mon grand-père. Quand mon grand-père est décédé, j'ai réalisé que j'étais mortelle. Ça a pris une ampleur et que le monde continue de tourner alors que Robert Schneider était mort. Et je me suis dit, mais en fait, faut que je vive avant de mourir. Et puis surtout, il faut que je fasse... Au moment où je vais être sur mon lit de mort, toute seule, parce que j'espère que je vais mourir bien vieille dans mon lit, gentiment, pas écrasée par un bus en trop souffrance. Et je me dis, je veux être là dans mon lit en me disant, ah tiens, j'étais avocate. Et puis, oui, je parlerai comme ça que je travaillais. J'étais avocate. Et puis j'ai tout planté pour faire humoriste. Et ça n'a pas marché. Oh, je suis bien une grosse conne. C'était une grosse plantade, Bernadette. Vraiment, tu t'es plantée. Plutôt que j'étais avocate, je voulais devenir humoriste. J'ai pas eu le courage d'y aller. Franchement, Bernadette est une connasse. Et je me cognerais comme ça. Et les médecins arriveraient, attacheraient. Les enfants disaient, pourquoi on attache mamie? Parce que mamie se cogne. Parce que mamie est une connasse qui n'a pas essayé. Et je me dis, non, je ne veux pas vivre ça. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé le courage de me dire, allez, fonce, et faire un truc qui n'existe pas dans la société. Tu es avocate, tu as un métier que tu aimes, tu as fait beaucoup d'études pour le faire. Ah, je l'ai dit. Ça y est, vous l'avez dit. C'est très bien, il fallait bien qu'on le dise. Bon, après, on a dit d'interne. Ouais, c'est vrai. On se doute que c'était un peu... Mais bon. Et cette sensation incroyable de se dire, où que je sois dans ma vie, à un moment donné, que la société elle l'aime ou pas, j'ai le droit de mettre les mains sur mon volant et de mettre un coup de volant à droite, si j'ai envie. J'ai le droit de planter ma vie et d'en commencer une autre. C'était quel genre de père, votre papa? Sévère. Trop sévère. Ah ouais. Trop sévère. Mais du coup, il y avait ce truc étonnant d'affrontement permanent. Je voulais lui dire qu'il avait tort et que j'avais raison. Bon, j'ai jamais réussi. Hein. Ça se finissait toujours pareil. Je prenais les gifles et je montais dans ma chambre. Mais j'avais ce truc d'affrontement avec mon père. J'essayais de le convaincre tout le temps. D'où cette envie toujours je pense que c'est ça qui m'a attirée vers l'avocature, hein, le fait de prendre la parole, de parler. J'ai plaidé devant mon père. Bon, j'ai gagné aucun dossier, hein, mais... Et ça a été assez violent, parce que moi, d'ailleurs, quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, je me promets, et je me suis fait la promesse de jamais frapper mes enfants, même pas une tape sur la main, rien. Aucun contact physique, à part de l'amour, évidemment, mais de punition, jamais. Et il n'y a pas besoin, hein, surtout aujourd'hui, il suffit
débrancher, de menacer, de débrancher le Wi-Fi. Oh. Et quand ils sont plus petits, les dessins animés, il y a plein de trucs qui sont des trucs très violents pour ces enfants. Vous avez fait des choix en fonction de lui, vous vous dites dans le spectacle, j'ai été avocate pour lui et je suis devenue humoriste contre lui. Ou en tout cas, il est toujours au milieu de tout ça. Bah, c'est une vanne, c'est pas ce que je dis, c'est pas totalement vrai, mais c'est pas totalement faux, je le dis. Pourquoi je suis devenue avocate? Parce que j'ai été éduquée. J'ai reçu une éducation stricte, catho, privée. Quand je suis arrivée à la fac, j'ai découvert qu'il y avait d'autres religions quand même. Je me suis dit, putain, il y a des gens qui ont d'autres religions. J'en avais l'idée comme ça, mais je n'avais jamais vraiment rencontré. On vit dans une espèce de cocon, en plus en Seine-et-Marne. Et puis, découvrir un autre monde plus large. Et j'ai choisi d'être avocate parce que je pense que dans l'univers que mes parents m'avaient collé dans l'éducation, faire des études, ce n'est pas une question. La question, c'est qu'est-ce que je voulais faire. En gros, j'avais le choix entre avocat, médecin, je sais pas, à l'époque, on disait maths sup pour faire ingénieur comme mon père. Enfin, voilà, ces métiers qui étaient des vrais métiers. D'ailleurs, ma sœur a fait médecine, moi j'ai fait droit, il n'y a pas de surprise. Jamais j'aurais pensé que je pouvais être comédienne. Et c'est pas que mes parents m'ont dit je t'ai interdit d'être comédienne, c'est que la façon dont j'étais éduquée faisait que je me serais jamais autorisée à l'être. Et quand on grandit et que petit à petit on se rend compte de qui on est, déjà en fait je croyais que j'aimais ça, mais si je m'écoute vraiment, en fait j'aime pas ça, c'est mes parents qui aiment ça. Moi j'ai envie d'autre chose, commence à penser par moi-même. Déconstruire ce qu'on a construit, c'est très long, ça prend du temps. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de le faire parce que les murs sont tellement épais que ça ne marchera pas. Donc déjà, c'est pouvoir déconstruire avant de pouvoir construire sa propre identité. Et cette éducation catholique et cette foi, elle est toujours en vous, non? Les grands principes, oui. Mais aujourd'hui, je crois à l'univers et à l'énergie de l'univers. C'est-à-dire que je pense que les religions, quelles qu'elles soient, sont une façon d'honorer une énergie supérieure et que normalement, chacun devrait pouvoir en parler, le vivre comme il le ressent. Problème des religions de l'humain. Et ce qui est fou, c'est qu'on ne choisit pas sa religion, à quelques exceptions, on choisit très peu sa religion. On a la religion de ses parents. C'est parce qu'on est dans une famille juive qu'on est juif, c'est parce qu'on est dans une famille catho qu'on est catho, c'est dans une famille musulmane qu'on est musulman, etc. Parfois, il y a des gens qui changent, mais c'est assez rare. Oui, ça c'est rare. Donc, on vous impose cette religion. C'est pas vous qui décidez. Et on vous dit depuis petit, c'est comme ça, donc vous le croyez. Mais c'est pas vous qui avez choisi, qui avez posé, tiens, j'ai regardé la religion et je vais choisir celle qui me correspond le mieux. Et ce qui est fou, c'est que dans la folie, c'est que ça quand même, beaucoup de religions font beaucoup de mal à l'homme et séparent les hommes, ne serait-ce qu'en disant, si toi tu crois autre chose, je vais te tuer. La religion catholique avec l'Inquisition, ça a été quand même un vrai drame. Et encore aujourd'hui, il y a plein de guerres de religion, des gens qui se détestent parce qu'ils n'ont pas la même religion. Et alors que ça se trouve, et c'est ce que je pense, c'est le même Dieu. C'est juste des façons différentes de l'honorer. On sort? Allez, on sort. On va où? Ça ressemble à une grosse église. Alors attention, ah bah oui, sortez du... Peut-être un ministre là, qui passe. Non, c'est mon cortège. Je leur ai dit de nous suivre. Je voulais être un peu indiscret, quoi. Mais tiens, est-ce qu'on peut être catholique et féministe? Ah bah oui, c'est même recommandé pour faire bouger un peu les lignes. Ouais, de toute façon, il n'y a pas une religion qui considère que la femme est égale à l'homme. Pas une. Ouais. Donc, comme ça, c'est... Et la religion catholique a pour mère de Dieu la Vierge Marie. Apparemment, c'est la seule. Bah, c'est génial. Alors, chez les catholiques, si tu veux être la femme parfaite, il faut que tu arrives à enfanter sans passer par ce truc dégueulasse qui est le rapport sexuel. Et là, tu es la femme idéale. Alors, tu enfantes sans même avoir de contact. Voilà, par l'opération du Saint-Esprit. Bah oui. Donc voilà, l'ange Gabriel, tout ça. Donc. Regardez où on va. Oh, ça alors? Mais ça serait pas l'Assemblée nationale? Si. C'est dingue. Vous êtes déjà venu? À l'intérieur, jamais. C'est pas vrai. Non. Non, j'ai pas encore été élue députée, mais j'y travaille. Non, c'est pas vrai. Et pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi pas? Parce que j'ai envie de faire rire les gens. Mais il y en a qui remarque, sont c'est vrai que non, mais... j'ai peut-être mes chances. Alors, regardez, il y a cette exposition du 8 au 26 mars. Nous, on est un peu en avance. On a le droit de rentrer. En fait, je faisais semblant que je savais pas où on allait, mais oui, je savais, bah, parce que c'est mon idée. On peut le dire ou... Ah oui, bah non, on n'a pas le droit de le voir... dire. Non mais si, on va voir Olympe. On va voir Olympe de Gouges. Vous allez nous expliquer pourquoi. Ah bah oui. Mais qui est-elle? Alors je crois que c'est par ici qu'on doit rentrer. Et c'est là que je me dis que j'ai oublié ma carte d'identité. Non, c'est pas vrai. Si on peut rentrer par Oh là là, il évite même les pierres. Fou, hein. Il a un œil derrière en fait. Hein.
Alors ici, c'est par là que rentrent les journalistes. D'accord. C'est l'entrée des journalistes. Ça, je l'avais jamais faite. J'ai déjà fait les entrées des artistes. Les journalistes. Est-ce que Mais c'est quelqu'un vous va qui- Ah, venir il y a nous quelqu'un qui voir? parle. Vous lui parlez pas? Il y a quelqu'un qui vous Bonjour parle. monsieur, Ou madame. ou madame, pardon. Il y a quelqu'un? J'ai entendu une voix, non? Ah, peut-être qu'on va pas pouvoir rentrer. Ça serait chic. Vous savez, j'ai un numéro hein, que je peux appeler. Ah là, bah oui. Celui de qui? Qui s'appelle- D'Emmanuel. Le numéro d'Emmanuel. Bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. On a. Vous allez vous ouvrir. Ah, merci beaucoup. Vous voyez? Vous avez des On dit Emmanuel et ça y est, boum, tout s'ouvre. Vous avez des mimiques sur scène. Ouais. Vous avez une gueule. Ouais, j'adore ça. Vous êtes des grimaces. Oui, j'adore ça. J'ai découvert le pouvoir des grimaces, notamment avec un humoriste. Bonsoir. Bonsoir. Que j'aime beaucoup, qui s'appelait Courte Manche. Je connais pas court. Ah ouais, mais La parce que c'est porte trop est jeune. ouverte. Et Courte Manche faisait Bonjour. beaucoup de mimiques. Thibaut? Oui, alors, monsieur Thibaut Gauthier, Oui, c'est ça. Et moi, je suis pas Thibaut Gauthier. Je vous laisse deviner. On est trois. Caroline Vigneault Oh, il est fort, il est fort. et monsieur Riyad. Bekir. Ouais, c'est Riyad ça. qui. On peut vous suivre? Alors, vous pouvez nous suivre. Alors là, Riyad, il faut. Allez, c'est ça, on passe vite, mais il faut qu'on cache. Exactement. Allez hop, Riyad, on monte la caméra vers le haut. Et on Allez-y. passe vite. Merci beaucoup. Bonsoir. Allez, si vous venez vers moi, s'il vous plaît. J'arrive Merci. vers vous. Je vous inviterai à déposer tout ce que vous avez magnétique, métallique sur vous. Magnétique métallique, je n'ai pas d'arme à feu. Donc ça tombe hyper bien. Directement. Hop, le téléphone, On tout peut- ça, on je peut laisse passer dedans. Oui, laissez-vous. Ah là 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 là. Alors, attendez. Allez, ça. Bonjour. Pourquoi je sonne? Alors, je vous laisserai repasser si vous voulez. Ah bah oui, Ah, j'ai mais il y a le micro, il y a le micro, il y a le J'ai le micro, on micro. peut pas l'enlever le micro. Vous pouvez le tâter? Il est là. Il est là, moi j'ai le même. D'accord, Voilà. très bien. Bah, je vous laisserai juste enlever la veste, alors s'il vous plaît. La veste? Oui, bien la sûr. veste. La veste? Oui. Mais vous voulez que je la rentre dans ce petit truc? Directement sur le tapis. Alors, regardez, je vais mettre ça là. Voilà, c'est Voilà. Et moi j'ai Ah oui, j'ai- ça, j'ai- j'imagine et moi, que- j'ai le micro aussi. Ça va ressonner, j'ai un micro. Allez-y, oui. En revanche, elle est assez moulante pour qu'on se rende compte qu'il n'y a absolument rien d'autre. Et moi ça va faire Ça pareil. se voit, hein. Il est là. Regardez. Ah, ça vous dit Et moi ça je sonne pas. Pourquoi il sonne pas, elle a le même micro? Vous avez le boîtier, vous aussi? Ouais, j'ai le boîtier dans la poche. Bon, Ouais, c'est un peu mieux. merci C'est pas- beaucoup. mais c'est pas le même. Bah si, c'est exactement le même. Bon, je sais pas. Alors je vous jure, j'ai rien d'autre. hein. Ah si, j'ai ça. Et ça, je peux pas les enlever. Ils sont. Attendez, on va voir. Eh oui, c'est ça. C'est du vrai. Ça or. s'explique. Et bah, c'est une bonne nouvelle parce que comme c'est un cadeau, je suis contente de savoir que je me suis pas fait niquer. Voilà, bonne soirée. Eh Merci bien, beaucoup. merci beaucoup. Au revoir. Il n'y a pas vos noms, sinon j'aurais dit vos noms, mais il n'y a pas C'est vos noms. Riyad. Merci. On retrouve le contact. Ah, bonjour. Bonjour. Bonsoir. 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 Merci C'est beaucoup. très impressionnant. Bonjour madame. Oh là là, enchanté. Oui, Bonjour. Enchanté. Bonjour. Et vous êtes Très bien. Qui a guidé toute l'exposition. On vous suit. Merci. Donc là, c'est les photos de qui? Photo de l'ensemble des présidents de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. La première présidente. Il était temps. Faut la prendre parce que franchement, ça c'est bam. Regarde. Yael Braun-Pivet, première femme présidente de l'Assemblée nationale. Et ben ça fait plaisir. Ça se voit d'ailleurs que c'est la première femme. Vous arrivez bien parce que juste avant sont arrivés les spectateurs de la séance publique. Ah oui, oui, il y a une séance ce soir. Il y a une séance ce soir. Moi, c'est la première fois que je rentre à l'Assemblée nationale. Vous êtes déjà venu? Pour travailler. Ah oui. Ouais. Parce qu'il y a la salle des 4 colonnes où passent tous les députés. Vous savez, ceux qui veulent dire un mot, Ah ils font oui. « Ah, je passe par ici Ah. ». Merci Attention, beaucoup. il y a des marches. Je le préviens parce que le pauvre, après, on est en direct, après il tombe, boum. Tout le reportage est foutu, il faut recommencer. Ouais. Mais il paraît qu'il n'est jamais tombé. Oh là là. Vous n'avez pas vu le plus beau. Ah oui? Bonsoir. Bonsoir. Ah, on se tape ici. On se tape ici, pourquoi? Rien, c'est On est un peu en... Oui, on est au mauvais moment. entrée de séance.
huissier d'entrée de séance. Ah oui. C'est elle. Oh là là, ce que c'est chic. C'est chic. La petite. Oh, c'était chic. Le petit tour comme ça. T'as vu ça? En plus, synchronicité. C'est Dans impressionnant. la vie de... On peut y aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah bah, vous l'avez vu sur les photos du Monde. Bonjour. C'est le portage. Bah, allons-y. Bienvenue. Bon, alors, Caroline Vignon, on est venu pour ce Bah oui, buste. c'est mon héroïne. Expliquez-nous. Bah, c'est Olympe Olympe de de Gouges. Gouges. Une des Pourquoi premières féministes françaises. Alors, Olympe, elle a beaucoup de chance dans la vie hein, parce que elle est née, donc c'est ce qu'on appelle une bâtarde. Elle est née d'un père, je crois, qui était boucher ou je sais plus. Enfin, non, sa mère a couché avec un mec, un noble. Et du coup, quand elle a couché, ils l'ont vendue à un mec boucher. Donc elle a été mariée forcée avec ce type qui a eu la gentillesse de mourir très vite après son premier enfant. Et elle a décidé que jamais elle ne se remarierait, puisqu'à l'époque, c'est le seul moyen pour une femme de rester libre. Parce que quand vous étiez mariée, en fait, vous étiez soumise à votre mari et comme une enfant avec son père. Hein. C'était terrible. Donc elle est restée libre à partir du moment où son mari a eu la gentillesse de mourir. Un vieux mari qui la frappait et tout. Donc c'était, voilà. Mais à partir de là, elle a commencé à devenir ce qu'elle voulait, la fameuse Olympe de Gouges. Elle va vivre une époque merveilleuse pour les idées, la Révolution française. Elle va un peu s'écharper avec, si j'ai des conneries, vous venez vous intervenir. Elle va s'écharper avec Robespierre, Oui. qui a des idées, on va dire, pas tellement avancées pour les femmes, un bon gros misogyne. Et quand la déclaration des droits de l'homme et du citoyen va être écrite, Olympe, elle va comprendre un truc et voir tout de suite un truc que nous, on ne voit plus aujourd'hui, que moi, je n'ai pas appris à l'école. Et pourtant, c'est pourtant clair, hein, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça exclut les femmes. Et c'est très clairement écrit dans le titre. Et elle, ça va l'énerver profondément. Et donc, en 1791, elle va rédiger la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle va la placarder sur tous les murs de Paris, ce qui est quand même... on la voit? Elle est ici. Ah bah voilà. Avec un texte magnifique de préambule qui est sublime, voilà. Et elle a écrit plein de pièces. En plus, cette fille, elle est incroyable parce que on en parle peu, mais non seulement elle est pour l'égalité femmes-hommes, mais elle se bat aussi pour les droits des Noirs, qui sont des esclaves. Et elle va même écrire des pièces là-dessus. Voilà, elle est vraiment... c'est une femme merveilleuse. Et après, nous, on va nous faire croire dans nos études, etc., que c'est l'homme avec un grand H. Alors que ce n'est pas vrai du tout, puisque même si vous regardez dans notre Constitution, la première phrase qui dit que la France garantit les droits de l'homme, c'est écrit droits de l'homme avec un D majuscule et un H minuscule, des grands droits pour un petit zboob. Donc c'est elle qu'il faut écouter. Et il faudrait qu'on fasse modifier ce texte pour écrire les droits de l'humain. Voilà. C'est les droits de l'humain. C'est pour ça que dans le monde entier, on parle des human rights, mais en France, on parle toujours des droits de l'homme. Et ça, j'aimerais bien. Mais on que dira ça change. toujours que humain, la base du mot, c'est le mot homme. C'est la même, Non, mais même racine. humain, ça veut dire homme et femme. Alors que le mot homme avec un grand H, c'est n'importe quoi. C'est une invention pour essayer d'expliquer pourquoi les déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Mais pourquoi? Parce qu'ils voulaient que les femmes n'interviennent pas dans la Révolution française. Il y a même eu des décisions pour interdire aux femmes pendant la Révolution de se réunir, pour leur interdire d'émettre leurs idées. Les Jacobins, c'est un des rares clubs où les femmes sont admises à une condition, qu'elles ne parlent pas. Et c'est pour ça qu'elles vont aller là-bas, assister à ce qui se passe, et elles vont tricoter. C'est comme ça qu'on va les appeler les tricoteuses. Mais elles ne parlent pas. Mais c'est fou quand on repense à ça. On les a exclus totalement, alors que c'est un moment assez dingue où une société entière se met à plat et dit « Ok, comment on imagine la gouvernance? Qu'est-ce qu'on va créer un nouveau monde? Et on va créer la démocratie, on va créer un nouveau truc. Et on n'aurait plus ne serait-ce qu'écouter les idées des femmes. Non, on va les exclure. Et on... Même ici le décret Ah, le de décret. la convention. Oh là 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 là. Les clubs, donc C'est vrai? Comme quoi je dis des trucs vrais, hein. Vous voyez? Décret de la Convention sociale qui défend le club sociétaire populaire de femmes. Voilà, ce que je vous dis est vrai, c'est fou. Et alors, il fallait commencer avec Olympe de Gouges. C'est elle, la première féministe de l'histoire? Oui, alors elle n'était pas toute seule. Oui. Elle n'était pas toute seule, c'est vrai que c'est elle qui a laissé sa trace parce qu'elle a écrit ce fameux texte de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
Il y en avait d'autres, hein. Il y avait Théroigne Méricourt par exemple qui était là, et beaucoup de femmes qui étaient très présentes, beaucoup plus que ce qu'on imagine aujourd'hui, qui étaient dans les clubs. Alors en fait les clubs qui ont été interdits c'était les clubs féminins, mais elles avaient encore le droit d'être dans des clubs mixtes, et en fait elles avaient beaucoup plus de présence que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, où on imagine que les femmes étaient complètement exclues. Ça va se compliquer un petit peu avec le 19e siècle, et on va avoir d'autres héroïnes. Je suis sûre qu'elles vont vous plaire tout autant que Olympe de Gouges. Petite surprise pour Sur la vous. suite. Mais Oh mon Dieu. Oh là là. Oh là là. Alors, est-ce que là, il y a une ressemblance? Ben, de ouf. Voilà 2 héroïnes. Mais non, mais on vit un moment incroyable quand même. Bonjour, Bonsoir, enchantée. enchantée, Félicitations. Yael. Je suis très honorée de vous rencontrer. Ça fait tellement plaisir de voir des femmes pionnières. Et vous êtes une vraie pionnière. Je suis hyper émue de vous rencontrer en vrai. Ah, ça Bonjour, fait- madame Moi, la j'étais présidente. tellement Merci de nous fière accueillir ici. À l'Assemblée Merci. nationale. Tellement fière d'avoir une femme. Enfin, franchement, je fais partie de toutes ces femmes qui ont été émues de ça. Voilà, donc, De la présidence ou du Oh, congrès des les deux? les deux, évidemment. Ouais, Non, le vraiment. congrès, c'était Bah, un moment incroyable. incroyable. Et C'était- effectivement, le fait que ce soit le premier congrès présidé par une femme, C'était- c'était un alignement de planète absolument Ouais. extraordinaire. Et Ouais, c'est vrai non, que non, vraiment. ça a rempli d'émotions toutes les femmes et beaucoup d'hommes aussi. Oui, je crois. Bah Ah oui, ouais. absolument, absolument. Hein Oui, bah, Et alors, vous, comment vous vous sentez depuis quelques jours, Moi, depuis je 2 me jours? sens extraordinairement bien, toujours à ma place. C'est vrai que moi, à l'Assemblée nationale, en tant que présidente, j'essaye de faire en sorte de porter des causes, de porter la cause des femmes, de porter la cause de la démocratie, de la citoyenneté, de la jeunesse. Et donc, je me sens bien parce que c'est des causes qui parlent à nos concitoyens et avoir l'honneur, la chance de participer à des moments comme ça, des moments historiques, Ah ouais. c'est d'une puissance folle. Et puis, c'est des moments aussi où vous êtes complètement en abîme, dans le sens où vous avez le sentiment que faites partie d'une chaîne. Vous voyez, vous avez le sentiment intime que vous faites partie de cette chaîne, Qui a de toutes commencé ces par- femmes Bah qui oui. se Ouais. sont battues pour leurs droits. Là, on a une exposition sur le droit de vote des femmes. On voit qu'il y a eu ces pionnières qui ont manifesté, se sont présentées en premier, des femmes, des révolutionnaires, et puis ces féministes. Et en fait, on voit que c'est un long combat pour l'égalité qui est mené. Et moi, je suis un petit maillon de cette longue chaîne. Et je sais qu'elle va continuer parce que nous avons encore plein de combats à mener. Mais est-ce que vous avez vraiment l'impression que les droits des femmes peuvent reculer? Mais ils Mais reculent, c'est allô, pas une En impression. France, en France. Mais ils Mais ils reculent reculent dans le monde. En France et- aussi. bien Mais sûr. bien sûr. Bah, la Ou en tout preuve que non, après ce qui s'est passé il y a 2 jours. Non, ouais. Bah, le vote au Congrès, c'est une avancée, non? Mais bien sûr que c'est une avancée, mais c'est Mm. surtout une protection pour nos filles, pour nos petites filles. Et puis c'est un message que nous envoyons au monde. Au monde. Parce ouais. que la France a une vocation universaliste. La France, c'est la patrie des droits de l'homme, c'est la Les Lumières. déclaration des droits de l'homme, c'est la patrie des Lumières. Vous savez, moi, en ce moment, je reçois 25 présidentes de parlements étrangers, Oui. femmes. Ouais. Et tout à l'heure, nous étions dans l'hémicycle, et quand on leur parle de Montesquieu, quand on leur parle de la Révolution, mais toutes, c'est dans leur histoire aussi, parce que c'est ça que renvoie la France. Et donc la France a une responsabilité autour des Mais droits alors, de l'homme. vraiment, ça- Et donc les droits de l'homme incluent Ça évidemment les droits m'intéresse. de la En femme. quoi les droits de la femme reculent en France aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, déjà, c'est pas une question, c'est pas forcément un recul, mais en tout cas, ça n'avance pas assez vite. On regarde en termes d'égalité salariale, on est J'allais toujours dire. pas, Oui. mon cher ami. Oui. Quand on regarde dans tout le secteur privé, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes. Si on rapporte même emploi, même temps de travail, on est moins, on est à 4% d'écart, mais il y a quand même de l'écart. Donc on a des inégalités salariales, on a des inégalités à la retraite. Quand on a parlé lundi de l'interruption volontaire de grossesse, on voit que malheureusement, il y a un certain nombre de départements où les femmes ont du mal à accéder à leur interruption. On voit qu'il y a des mouvements pro-choix qui pullulent et qui essayent d'avoir un discours qui contre ces libertés pour les femmes. Et donc, ça nous invite à être extrêmement vigilants. Et puis, Mais il suffit de regarder même dans toutes les boîtes. Tu regardes les boîtes du CAC 40, bah, c'est des hommes. Les femmes doivent être à la cuisine, sauf dans les grands restaurants. Alors, petit à petit, elles rentrent, elles y arrivent, mais à quel prix, quoi. Et à chaque fois, on se demande, quand tu es une femme, d'être la meilleure pour y arriver.
C'est-à-dire qu'il y a une inégalité des chances. Alors, dans l'éducation, il y a un vrai problème. Les plafonds de verre, souvent, c'est même nous qui nous les mettons. J'en parle souvent quand j'interviens dans les sociétés, mais quand tu es une nana et qu'on te propose un nouveau poste et tu dis, OK, quelles compétences il faut? Il en faut 10. Ah, il m'en manque une. Bah, du coup, je vais aller me former. Et puis, dans un an, j'accepterai le poste. Sauf qu'un an plus tard, évidemment, le poste, il n'y est pas. Tu proposes à un mec, il fait, OK, il faut 10 compétences. Eh ben, j'en ai 0. C'est pas grave, je le prends quand même. Ouais, c'est bon, ça va aller. Et ça, c'est un problème d'éducation aussi. Moi, dans mon éducation, j'ai été éduquée d'une façon où mes cousins, on les obligeait à monter aux arbres. Ils n'avaient pas envie, il fallait y aller, il ne faut pas que tu aies peur. Et puis tu sautes, et tu ne vas pas chialer comme une gonzesse, parce qu'il n'y a rien de pire que de chialer comme une gonzesse. Et moi, je voulais grimper aux arbres avec eux. C'était, ah non, t'as mis ta robe à smoke, dessine, pose-toi là, sois gentil, souris, voilà. Et ça voilà, moi, je rêvais d'avoir un petit aspirateur qui aspirait même pas. En plus, alors, je faisais semblant d'aspirer. Au moins, si c'était un vrai aspirateur, j'aurais aidé ma mère. Mais on rêvait de trucs comme ça. On a été éduqués comme ça. Tout ça, il faut que ça change pour qu'on ait la vraie égalité. Yael Braun-Pivet, vous êtes la preuve que ça change. Bah oui, ça Et change. je vais vous provoquer un peu, mais la favorite peux le de la taper, prochaine hein, élection présidentielle, c'est une femme. Non, allez. Mais c'est vrai. Dehors, Non, mais, allez. Dehors, allez. non, mais c'est vrai, ça veut dire que non, mais les choses Mais changent. attends, mais C'est-à-dire les femmes, aujourd'hui, une l'égalité- femme peut Non, devenir non. présidente de la République. L'égalité. Ah L'égalité. Non, aujourd'hui, nous n'en avons pas encore eu, donc en fait, Oui. c'est théorique. Oui, c'est Nous vrai. n'en avons pas eu. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de femme présidente du Sénat. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de femme présidente du Conseil constitutionnel, pas de femme présidente du Conseil d'État, pas de femme présidente de la Cour des comptes. C'est les institutions qui sont les piliers de notre République. Elles n'ont jamais été présidées par une femme. Parce que le grand danger, c'est quoi? C'est de dire, ah ben finalement, aujourd'hui, on est arrivé, on a des femmes qui sont ministres, on a des femmes qui sont à la tête d'entreprises du CAC 40. Pas au régalien. On a une femme présidente de l'Assemblée nationale. C'est bon. La case est cochée et puis c'est fini, on peut passer à autre chose. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'on voit bien que dès qu'on relâche un tout petit peu la tension, eh bien ça s'effondre. Et donc, il faut continuellement porter ce combat, continuellement porter cette cause de l'égalité. Et tant qu'on n'aura pas eu des femmes à toutes les fonctions, et je pense aussi à toutes les entreprises du CAC 40, qui n'ont que très peu été présidées par des femmes. Et donc, il faut que les femmes puissent accéder à toutes les responsabilités. C'est juste un principe d'égalité. C'est même pas être féministe que de dire ça. Et vous savez, moi, j'accueille beaucoup de jeunes à l'Assemblée nationale. Oui. Mais elles n'en reviennent pas, les jeunes filles qu'on est attendues 2022 pour élire la première femme présidente de l'Assemblée. Parce que pour elles, c'est une évidence. Mais semble-t-il, ça n'était pas le cas pour tout le monde. Il ne faut pas oublier que c'est ma grand-mère qui a obtenu le droit de voter. Hein. Oui. C'est pas il y a 200 000 ans. Hein. Ma grand-mère n'avait pas le droit de vote. C'est elle qui s'est battue avec ses copines pour qu'on puisse voter. Il rigole, il fait exprès. Non, je rigole pas. Non. Ouais. Un peu. Et quand tu as l'idée que la femme qui pourrait l'être, vous parlez de Marine Le Pen, j'ai bien compris. Ce que je veux juste dire, c'est que l'égalité, ça ne veut pas dire qu'une femme est meilleure qu'un homme. Nous, l'égalité, parce que on peut être aussi mauvaise, méchante, gentille, stupide, intelligente, conne, agréable ou désagréable que les hommes. L'égalité, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est une femme qu'elle est formidable. Non. Moi, d'ailleurs, je crois que je ne sais plus quelle est la féministe qui avait dit ça. L'égalité, on l'aura vraiment. Quand on a des postes clés, on aura des femmes aussi incompétentes que les hommes. Et c'est vrai. Il faut arrêter de... À chaque fois qu'on donne un poste à une femme, on fait oui, mais bon, il faut qu'elle soit meilleure. Bah, moi, quand je parle de la première ministre qu'on a eue, Édith Cresson, souvent on me dit ah, mais c'était une catastrophe. Moi, je n'ai aucune idée, j'étais trop jeune pour savoir si c'était une catastrophe ou pas. Mais ce que je dis, c'est qu'on a eu plein de premiers ministres hommes où c'était une catastrophe. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir une femme premier ministre où c'est une catastrophe? C'est ça l'égalité. On a le droit d'être aussi mauvaise que les mecs. Voilà. Bon, nous, on ne l'est pas. Hein. Non, évidemment que non. Merci beaucoup, merci de nous accueillir ici. Merci à vous. C'était un plaisir. Je suis tellement contente. Félicitations. Ouais, moi aussi, hein, vraiment. Vous avez vu le rôle que vous m'avez fait jouer. C'est un rôle modèle. Il faut quand même terminer pour dire qu'elle a été décapitée. C'est la deuxième femme décapitée à la Révolution, juste après Marie-Antoinette, à la demande de Robespierre. Et on vient d'inaugurer un nouveau bâtiment à l'Assemblée nationale qu'on a baptisé bâtiment Olympe de Gouges. La bonne nouvelle, c'est que mon fils qui est à l'école, maintenant, dans le programme, il y a Olympe de Gouges. Moi, de mon temps, à mon époque, elle n'existait pas. Voilà. C'est le seul buste de femme qui existe à l'Assemblée nationale, en Non. dehors de toutes les allégories où on a la liberté, la justice, l'égalité, tout ça. C'est la seule. Mais en femme, c'est la seule. 2%. Qui veille dans le jardin, mais dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, c'est la seule. Vous savez qu'il y aura des bientôt Russes, le vôtre. Première Pas femme bientôt, présidente de hein. l'Assemblée. Non, le Pas buste, bientôt, c'est pas une bonne nouvelle en Mais général. il y aura peut-être des Ouais, émissions. quand il y a un buste, c'est Dans pas une bonne 200 nouvelle. ans, il y aura peut-être une Dans émission. 200 où- ans, ouais, mais on ne sera pas là pour le voir. Non. Je crois. Non, mais c'est sûr. Ouais. Merci Non, beaucoup, Madame la merci. Présidente. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Merci. Ça, c'est pas la classe à Vegas, ça? Bah si.
Merci à l'émission. J'ai rencontré une de mes héroïnes quand même. Enfin, elle, je la connaissais, mais je ne l'avais jamais touchée. Bonjour Olympe. Alors, Olympe de Gouges, qui sont les autres? Gisèle Halimi, vous en parlez beaucoup? Ouais, bah oui. Mais là, il y en a plein. Hubertine Auclair, super, c'est en grande partie grâce à elle qu'on a eu le droit de vote. Mais elles sont nombreuses. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'elles. Et ça fait plaisir. Et dans les livres d'école, parce que l'histoire était écrite quand même par des hommes, hein, avec un petit H. Tous les bouquins, jamais c'est la vérité. Et même dans les résistants, etc., on nous parle de tous les grands résistants. À la Révolution française, franchement, on connaissait juste Charlotte de Corday. Voilà, c'est la seule on en a parlé, parce qu'elle a assassiné Marat. Point. Et voilà. Et dans les résistantes, on n'en entend pas parler. C'est quoi une féministe selon vous, ou un féministe? C'est une personne qui veut l'égalité en droit entre les femmes et les hommes. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas qu'on n'est pas différents physiquement. Je le sais et ça me va très bien. Mais je voudrais que nous ayons les mêmes droits et les mêmes chances. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, c'est un terme péjoratif. Pas du tout. Souvent. C'est encore les féministes. Alors regarde, reprenons la pyramide. C'est péjoratif chez ceux qui sont en descente. Je savais que c'était une montagne. Oui, non, mais c'est parce que vous aimez la pyramide. On monte sur la montagne, ceux qui sont en descente voient ça un peu péjorativement. Mais chez les jeunes, c'est pas du tout péjoratif. Mais c'est pas un problème que ce soit un terme qui soit parfois péjoratif, alors que ça fait globalement consensus aujourd'hui dans la société. Est-ce que les gens, ils savent, à chaque fois que je leur dis, mais attendez, ça veut dire quoi féministe? Quand je leur explique ce que c'est, ah bah c'est ça, je suis féministe. Tout le monde est féministe, enfin tout le monde. Non, il y a peut-être 2, 3 personnes qui trouvent que ça serait mieux que les femmes n'aient pas le droit de voter, qu'elles retournent dans la cuisine et qu'elles rendent leurs emplois aux hommes, comme ça il n'y aurait plus de chômage. Oui. Mais ils ne sont pas nombreux. Ils existent, ils nous font rire, ils sont gentils, on les pousse comme ça dans le jardin. On dit bien sûr papy, allez à demain. C'est pas grave. Voilà, ça c'est la fin, c'est la queue de la comète. Ce qui compte, c'est la jeunesse. Et c'est qu'eux, ils veulent l'égalité. Eux, ils descendent dans la rue. Eux, ils trouvent anormal que les femmes n'aient pas le même salaire. Et ils se battent. Et parfois, ça grince de l'autre côté en disant « Oui, mais pourquoi vous faites autant de bruit? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous mélangez ci, ça ?» De mon temps, c'était comme ça. Bah, ils en veulent plus. Hein. C'est pour ça qu'ils veulent plus de l'ancien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une radicalité qui empêche de donner aux propos féministes plus de place et plus d'envergure? Mais s'il n'y avait pas de radicalité, s'il n'y avait pas de mouvement, si ça ne bougeait pas, il ne se passerait rien. Regardez, pour l'égalité des Blancs et des Noirs aux États-Unis, il y avait une volonté et il y avait des courants différents. Martin Luther King qui était pour quelque chose de peaceful, ça se passait doucement, et il y avait les Black Panthers et ils voulaient la même chose. Et c'est 2 façons différentes d'obtenir le même but. Et dans un mouvement, il y a des gens qui ont des opinions différentes, c'est normal. Dans tous les mouvements, c'est comme ça. Mais on cherche le même but, l'égalité. Parce que vous parlez souvent de Gisèle Halimi qui, elle, n'aimait pas, dans la fin de sa vie, cette radicalité. Mais c'est pas vrai, Gisèle Halimi, elle s'est battue, c'est grâce à elle qu'on a l'IVG, c'est grâce à elle que le viol... Non, mais c'est grâce à elle que le viol est passé de correctionnel à crime, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant 1980, violer une fille, c'était juste un délit. Aujourd'hui, c'est un crime, mais à l'époque, c'était qu'un délit. Donc non, bien sûr, mais après, ça se construit. Dans le mouvement féministe, il y a des gens qui ont des opinions différentes, c'est normal. Les femmes, le fait d'être une femme ne veut pas dire qu'on est toutes pareilles et qu'on pense toutes la même chose. Vous êtes pour un féminisme positif? Ben, bien sûr, c'est hyper positif le féminisme. Mais c'est vrai que... Alors, on est d'accord qu'il y a des féministes qui pensent, je l'ai entendu, que tous les hommes sont des prédateurs. Moi, je ne le pense pas. Je trouve que cette phrase est affreuse. Mais c'est pas parce qu'il y a une poignée de femmes qui pensent ça et que peut-être elles pensent ça parce qu'elles ont vécu des traumatismes qui les ont amenées à penser ça. Et il faut aussi l'accepter. Comme mon grand-père à l'EHPAD qui ne voulait pas s'asseoir à côté d'un Boche parce qu'il avait vécu un traumatisme pendant la guerre. Il faut les accepter. Ça ne veut pas dire qu'elles ont raison, ça ne veut pas dire qu'il faut se sentir agressé par ça. Est-ce que vous voulez que les femmes n'aient plus le droit de vote? Non. Attention. Voilà. Non. Bah voilà. Donc vous êtes féministe. Allez, on avance. C'est bon. Une époque où le féminisme était un mot bien désagréable, c'est ce que montre l'exposition. C'est que jusqu'à la conquête bien tardive du droit de vote seulement en 1944, c'est pas si loin, vous parliez de votre grand-père, le mot féministe était extrêmement péjoratif. Il était considéré par les hommes comme un mot recouvrant des dangers. Mais féminicide, la féminicide a lancé aussi. Par exemple, des mouvements, c'est les comptes rendus de séance d'une première proposition en 1851 d'un député proposant d'accorder le droit de vote aux femmes. Voilà, ça vous donne une idée un peu. Exclamation générale. Les arguments de l'époque de ma grand-mère pour empêcher les femmes de voter sont surréalistes aujourd'hui. Mais ils étaient portés par des gens qui le pensaient vraiment. On comprenait rien à la politique, c'était pas nous. Les mains des femmes sont faites pour être baisées, pas pour voter.
c'était quand même ça. On comprend rien, de toute façon, on va voter comme notre mari parce qu'on lui obéit, ou comme le curé parce qu'on est les bigotes, ou pour le plus haut parce qu'on est complètement teubé et qu'on va foutre par terre tout le système démocratique. C'était ça. Hein. Donc, le coup On d'état avance féminin. jusqu'au bout. Elle, c'est une très très grande dame. Beaucoup d'admiration. Il y avait des suffragettes Alors en fait, c'est pas vraiment des suffragettes. en Angleterre. En Angleterre, et la grande différence entre la France et l'Angleterre, c'est qu'en Angleterre, à la fin, elles en avaient tellement assez de ne pas être écoutées que dans les années 1905-1910, elles ont un peu explosé et des petits groupes ont été très violents, vraiment très très radicaux. Oui, se jetant sous les mêmes le Il y a eu ça, il y a eu le cheval aussi, du roi. Des personnes qui balançaient de l'acide sur des œuvres d'art. C'était pas de la soupe à l'époque, hein, on était un petit peu plus radical. Et il y avait un jeu de chat et de souris avec la police qui était vraiment très très important. En France, Oui, d'ailleurs, si je ne me dis pas de bêtises, je crois que les policiers avaient eu l'autorisation de violer les femmes pour qu'elles ne reviennent pas manifester. Elles ont fait des manifestations où elles s'arrêtaient de manger. Du coup, ils les ont gavées Voilà. de force pour pas qu'elles meurent avec des trucs en métal en leur arrachant la bouche. Enfin, C'était assez en Angleterre, abominable. c'était abominable. Et ouais. en France, on n'a pas du tout ça. En France, on a des Hubertine Auclair, on a des Maria Véron, des Cécile Brunswick, des femmes dont on a quand même globalement complètement oublié le nom, à part un petit peu Hubertine Auclair qui, comme Olympe de Gouges, reprend un peu le dessus. Et qui pourtant se sont battus pendant des années avec des textes, en faisant des conférences, en allant voir les députés, les sénateurs. Mais elles sont restées bien sur le passage piéton. Mais d'ailleurs, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, il faut le dire, elles ont toutes déposé leurs banderoles et elles ont dit, là c'est la patrie avant tout, on reprendra le combat après la guerre. Enfin, c'était vraiment la patrie, donc c'était magnifique ce qu'elles ont fait. Et elles ont fait une des premières manifestations féministes, un mouvement magnifique. Elles ont créé des urnes en carton qu'elles ont déposées dans toute la France. Plus de 1,5 million de femmes à voter en disant oui, je veux voter. Donc il y avait vraiment. Et après, elles ont fait un mouvement. Je me souviens plus de la date, je crois, je ne sais plus en quelle année c'était. Et elles ont fait une marche des femmes et elles sont allées déposer des fleurs sur la statue de Nicolas de Condorcet qui est sur les quais, parce qu'il était un grand féministe. Et il y a des photos d'ailleurs, il y a une photo je l'avais vue de cette manif. La photo est là. Ah, c'est magnifique. C'est en juillet 1914. Voilà, 14, c'est ça. Et en fait, Ouais, ce c'est qui est super. intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les femmes, évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait plein de mouvements de femmes différents avec des idées différentes. Certaines étaient catholiques, d'autres pas, d'autres plutôt à gauche. Et là, à ce moment-là, alors que certaines avaient un peu des doutes, est-ce qu'il faut réclamer le vote complet ou est-ce qu'il ne fait pas les droits civils d'abord? Et en 14, elles sont toutes d'accord et elles font cette marche-là. Alors là, la photo est petite, mais Je crois qu'elles étaient 9000 ou un truc comme elles ça. étaient vraiment nombreuses. Alors évidemment, rien à voir non plus avec les mouvements anglais, mais c'était vraiment un moment très important. Il y avait une proposition de loi qui était pas loin d'être Qui a pas loin d'être étudiée. voté et il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre, mais dès 1919, le texte repasse à l'Assemblée et est voté. Et on vote en 1919 en France pour l'égalité politique entre les femmes et les hommes. Pas avec des demi-mesures, pas avec, oui, mais alors juste les femmes de plus de 30 ans ou juste aux assemblées municipales. Toutes les femmes. Mais il y a le Sénat. Ouais, bah, ça alors. Qu'est-ce que vous avez contre le Sénat? Bah, devine, ils bloquent toujours toutes les avancées parce que les sénateurs font du ski sur ce type de piste et que du coup, ils ont du mal à comprendre un monde nouveau. Et donc, on va dire que c'est les garants d'une unité, le monde d'avant c'était bien et pourquoi on changerait? Bon, heureusement, les sénateurs, de temps en Oui, mais temps, il faut des représentants de cette piste et des représentants de l'autre. Oui, mais ils ont beaucoup de pouvoir quand même. Quand le peuple vote à de nombreuses reprises quelque chose, peut-être que les sénateurs devraient se dire, nous, quel pouvoir on a de bloquer ça? Parce que... Bah, c'est ce qui s'est passé lundi. Hein. Bah oui. Quand les sénateurs qui étaient encore hésitants ont réussi finalement à être convaincus par leurs filles, leurs petites filles, leurs femmes, etc. Bah oui. On a bien vu qu'il y avait plein de votes qui, à l'origine, étaient quand même plutôt sur on va changer un peu les termes, on va pas mettre garantie, c'est trop fort. Et en fait, ils se sont finalement retournés, presque. Mais en tout cas, Il en reste, mais en tout cas, on l'a fait passer. Il en reste. Et puis, bon, certains ont sans doute voté pour aller avec l'ensemble, et c'est très bien. Mais oui, ça reste. Le poids, quand même, aujourd'hui, de l'opinion publique est quand même plus fort. Et je pense que ça a plus d'impact. Même à l'Assemblée nationale, on a entendu notamment des femmes, au départ, qui étaient contre, et aujourd'hui dire qu'elles sont pour. Voilà.
Tant ça, mieux, c'est un- il y a des ça- gens qui changent d'avis. Exactement. Ça, c'est un mouvement magnifique et c'est pas la première marche des femmes, c'est la deuxième. La première marche, on l'a oubliée aussi. Mais en fait, c'est les femmes qui vont marcher sur Versailles et qui vont obtenir la signature de la Déclaration des droits de l'homme en encerclant le château de Versailles. Et c'est avec la fameuse phrase qu'est-ce qu'elles veulent du pain, bah, donnez-leur de la brioche, qui à mon avis n'a jamais existé. Mais bon, bref. Ça, c'est un grand Vous mouvement. avez parlé du référendum de 14. Ah, Venez voir par là. il est là? Il y a des choses. On a des objets de propagande, ah, trop des bien. objets de publicité, et notamment ça, Ah, mais oui. ça désire voter, le trop petit beau. brassard vote des femmes. Et là, en fait, il y a plein d'objets comme ça, publicitaires Ouais, aujourd'hui, ouais, ouais. qui étaient distribués par les femmes, pour les femmes, avant le vote, après le vote. Voilà, 505 972 voix. C'est ce que je dis, un demi-million. Vous voyez, j'ai pas menti. Il y a eu d'autres. La meuf est mouvements comme ça. précise. Hein. Il y en a eu d'autres dans les années 20 et dans les années 30, des faux votes organisés, soit par Louise Weiss, qu'on va voir un petit peu plus loin, soit par des journaux aussi. Il se trouve que j'ai réalisé un film qui s'appelle Flashback, et où c'est l'histoire d'une avocate d'aujourd'hui qui est propulsée dans le passé, qui va rencontrer plein de périodes. Et j'avais écrit cette scène, mais comme il y avait trop de femmes, ça coûtait trop cher à réaliser. Donc mon producteur m'a dit, cette scène-là, on va la couper. Dommage. Donc j'ai quand même mis la statue de Nicolas de Condorcet par un autre biais parce que je voulais quand même lui rendre hommage. Et notamment, il joue dans une scène où il rencontre Olympe de Gouges, une scène que j'ai inventée parce que c'est une comédie, mais pour que les enfants comprennent qui est Olympe, qui est Robespierre, qui était joué par Gad Elmaleh. Et j'aurais aimé refaire cette scène, mais ça coûtait trop cher. On avance un peu, Caroline, Ah, jusqu'à bien la fin, sûr. parce qu'après, on va être en retard bah pour oui, la suite allez, de on notre avance. parcours. Elle est belle cette expo, mon Dieu. Sans nous découvrir dans le nom de 44. Ah, Enfin, enfin. au moment où les déroussèdes, là voilà l'original. Ah là là. Qui autorise donc les femmes à voter. C'est beau, non? Dans C'est les émouvant. mêmes conditions. C'est l'article 17. Vous voyez. Ça s'ouvre ou pas? On peut le voler? Non. Pas une photocopie. Ouais. Et C'est donc, les magnifique. premières députées. Et les premières députées dès 45. Alors il y avait eu quelques femmes élues quand même avant, ça on ne sait pas trop, mais il y a eu des femmes qui ont été élues dans des conseils municipaux. Mhm. Alors elles se sont faites, Ouais. soit elles étaient là. J'imagine même pas. Bah, en fait, certaines ont été élues, mais comme conseillères officieuses. Donc, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, on les a gardées. Souvent à la demande des maires, hein, elles ont été élues. Et puis, il y en a eu d'autres qui se sont immiscées dans des élections et qui ont finalement été invalidées. Mais voilà, les années 20, les années 30, elles ont été quand même très très riches. Et c'est ce qui fait qu'il y avait quand même beaucoup de femmes qui faisaient déjà de la politique, qui étaient déjà engagées dans des partis. Évidemment, il y a beaucoup de ces femmes-là qui se sont engagées dans la résistance, souvent parce qu'elles étaient déjà politisées par ailleurs. Ce qui fait que en 1945, quand on a la première assemblée qui est élue, on a ces 33 femmes qui sont élues, et avec certaines qui vont même être vice-présidentes de l'Assemblée en 1946. C'est le cas de Madeleine Braun, qui va être la première femme à siéger au perchoir de l'Assemblée nationale. Quelques années quand même, Ouais. avant Yael Braun-Pivet qu'on a C'est vu vrai. tout à l'heure. Bah c'est beau. Elle n'est pas des femmes sont augustes. Elle est Femme, vie, liberté. Oui, après c'est vraiment une très belle œuvre. Alors, je ne sais pas si vous reconnaîtrez Marianne. Marianne, elle prend toujours les traits un peu différents. C'est une allégorie, donc on peut lui prêter tous les traits qu'on veut. Et là, l'artiste a voulu lui donner les traits de Macha Amini, Ouais. qui évidemment est libérée de ses chaînes. C'est vraiment c'est cette prolongation de ce qu'on voulait montrer ici avec ce droit de vote qui est si important qu'on oublie un peu aujourd'hui, mais qui est fondamental pour tous nos autres droits. Et là, c'était cette expression de soutien au mouvement des femmes iraniennes, mais finalement à toutes les femmes dans le monde qui ont moins de droits que nous ou qui ont perdu des droits. J'ai vu une vidéo d'une femme qui donc est condamnée à recevoir des coups de fouet parce qu'elle refuse de porter le voile et elle est filmée et elle parle, elle dit voilà, j'y suis allée, elle raconte comment c'est passé, comment elle a dû se déshabiller, prendre les 70 coups de fouet les uns après les autres. C'est tellement affreux de voir que juste parce que ces femmes se battent pour la liberté de ne pas porter de foulard, quoi. On en est encore là dans ce monde. C'est pour ça que c'est important de dire qu'on est féministe. C'est pour ça que c'est important. Ce vote, c'est pas que pour l'IVG en France, c'est pour aussi un phare dans la nuit pour dire il y a des gens qui se battent au quotidien et on est là. Et ces femmes se battent, elles prennent des risques. Enfin, incroyable. Je ne sais pas si j'aurais leur courage, moi, parce que moi, je monte sur scène, je fais des blagues. Au pire, je me fais insulter sur les réseaux, voilà.
Mais elles prennent des risques, elles mettent leur vie en danger pour la liberté. C'est un courage absolu. Je ne sais pas si je l'aurais honnêtement. J'aimerais dire que oui, mais c'est que face à ça qu'on peut savoir comment réagir. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis Ouais, ici. merci. Et magnifique expo, vraiment. Bravo. Merci beaucoup. Bon, alors ça ouvre le 8 Alors, mars. ça ouvre le 8 mars Ouais. jusqu'au 26 mars et c'est sur réservation. Venez voir ça. Hein. Sur réservation, attention. Sur On ne réservation. rentre pas à l'Assemblée nationale. C'est n'importe bizarre. comment. Mais voilà, l'expo, Alors qu'au Sénat, oui, c'est beaucoup plus. C'est très c'est simple. très simple sur réservation. Mais voilà, l'expo est magnifique. Donc on et ça réserve vaut sur le vraiment le coup. site de l'Assemblée Sur le site nationale. de l'Assemblée nationale. Très bien. Merci beaucoup. Merci Merci mille de nous fois. avoir accueillis. Bonne Merci. soirée. Trop beau. Je vais regarder le cadre. Ah ouais. Les dorures de la République. Mais ça, c'est... Vous m'expliquez cette histoire du... quand on dit non, c'est non, mais pas tout à fait non. Parce que Si, quand on dit non, ça veut dire non. Mais je dis, Oui. attention, quand un mec nous plaît, souvent, on va dire non comme on le dit, mais il n'y a pas de doute sur le non, la façon de dire non. Non, non, non. Parce qu'on nous a inculqué, on nous a je sais même pas, le mot assez fort, c'est même pas éduqué, c'est... On nous a appris en fait qu'il ne fallait pas céder trop vite. Parce qu'il faut... La fameuse phrase, on couche jamais le premier soir. Il n'y a que pour les filles. Il n'y a pas un mec à qui on dit on ne couche pas le premier soir. Pourquoi? Pourquoi quand vous avez une fille et un garçon, il y en a un, vous lui dites vas-y, éclate-toi, amuse-toi, et à l'autre c'est fais bien attention. C'est pas de l'égalité, ça, je suis désolée. Donc moi, je le dis, il faut que les femmes puissent dire oui quand elles en ont envie, qu'elles puissent accepter leur plaisir, leur désir, et que ça ne soit pas mal vu, que ce ne soit pas des mauvaises filles. Donc il faut qu'elles puissent dire oui pour pouvoir aussi dire non, parce qu'il y a plein de femmes qui ne peuvent pas dire non. Aujourd'hui, il y a des femmes, c'est mon cas. Moi, quand j'ai été violée, j'ai pas dit non. J'étais sous cette espèce d'emprise. Pourtant, je me connais, j'arrive pas à croire que ça m'est arrivé, mais c'est comme ça. On a une espèce de je sais pas, c'est un instinct de survie, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est on est tétanisé, on bouge plus, on dit pas non. Donc c'est pas le fait de dire non qui veut dire non, on peut très bien ne pas dire non et subir un viol. Et on peut très bien dire même oui alors qu'on n'en a pas envie. Et c'est pour ça que le mot consentement, il est hyper important et qu'aujourd'hui, il faut juste vérifier que son partenaire est OK. Ça prend 2 secondes. Est-ce que... Et donc, Ouais. mais je veux être que ce soit très clair. Bien sûr que non, ça veut dire non. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je dis juste qu'il faut aller plus loin et il faut que les femmes puissent dire non. Et la capacité de dire non, il faut qu'on leur apprenne à dire non, à s'imposer quand un mec est relou, quand ton patron vient t'emmerder, machin, et te dire eh ben non, non, fourre-la-toi bien profond, Gérard, point. Et il faut aussi pouvoir dire oui, oui, prends-moi, j'ai envie de ça, mets-moi comme ça, oui. Et là, on aura un vrai non qui veut dire non, un vrai oui qui veut dire oui. Les femmes seront libérées. Et pour ça, il faut éduquer les filles comme on éduque les garçons. Il faut arrêter avec ce truc de les filles sont douces et gentilles, il faut qu'elles restent vierges, la virginité, tout ça, mais c'est n'importe quoi. Les femmes, elles ont des désirs et il faut qu'elles puissent l'assumer comme elles en ont envie. Si elles ont envie, elles y vont. Si elles n'ont pas envie, elles n'y vont pas. Comme les garçons. Exactement pareil. Ce spectacle, c'est la première fois que vous racontez que vous avez été violée. C'était pas possible de le dire avant? Agressé Non. sexuellement et violée. Moi, j'avais pas du tout envie d'en parler. Déjà, Et pourquoi? la Pourquoi honte. Ouais. La honte, très clairement la honte. J'avais tellement honte de ce qui m'était arrivé que je voulais que personne soit au courant, mais vraiment personne. Et puis petit à petit, avec MeToo, la honte, elle est partie, je me suis sentie mieux. Toutes les femmes qui ont eu le courage de dire ça m'est arrivé, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je ne me suis pas sentie seule, parce que je me suis dit en fait le problème c'est pas moi. Parce que vu le nombre de femmes à qui c'est arrivé autour de moi, je me dis en fait il y a un vrai problème dans cette société. C'est incroyable que toutes mes copines aient été agressées, c'est surréaliste. Et comme on ne le savait pas parce qu'on n'en parlait pas et qu'on maintenait le secret, eh ben, il ne se passait rien, il y avait une chape de plomb. Les filles avaient été éduquées pour ne rien dire, pour subir. Les grands-mères leur disaient « tu dis rien, faut pas que tu passes pour une Marie, couche-toi là. T'allais accoucher, on a abonné l'enfant, fallait pas qu'on le sache. » Enfin, il y avait tout ça et c'est pour ça que les mecs ont continué à se comporter comme ça. Il y a une responsabilité des femmes de ne pas avoir pris la parole. Mais pourquoi on ne prenait pas la parole? Je suis la première à ne pas l'avoir fait. Parce que dans mon éducation, je ne voulais pas que ça se sache. Je n'avais pas envie d'affronter les tu mens, les ah là là, elle a été violée, oh là là, voilà. Je ne voulais pas, je n'avais pas le courage. Et quand je vois les femmes qui ont eu le courage avec MeToo, je leur dis merci, merci d'avoir été aussi courageuse. Et puis moi, il m'a fallu plus de temps. Et à un moment donné,
je ressentais trop de lâcheté. J'arrêtais pas de dire que je suis féministe, que je suis engagée, je veux que ça bouge. Et je me sentais lâche, en disant Caro, allez. Et quand j'ai pris la décision d'en parler, parce que dans mon précédent spectacle qui s'appelait Croque la pomme, c'est un spectacle très engagé sur les femmes, très drôle, mais qui faisait rire avec des dates surréalistes. Genre, on découvrait quand même que par exemple le droit de vote des femmes françaises, bah, c'est 10 ans après les femmes turques. Et ça, les gens ne le savent pas. On ne pensait pas, mais si, les femmes turques ont voté 10 ans avant nous. Donc on n'est quand même pas super en avance. Et donc du coup, il y a plein de journalistes qui me disaient oui, mais Caroline, pourquoi vous êtes féministe, pourquoi ci, pourquoi ça. Et j'avais envie de le dire. À un moment donné, j'avais envie de dire, parce qu'il m'est arrivé ça quand même, et que j'ai pas envie que ça arrive à d'autres filles. J'ai envie que alors j'ai pas de filles, mais que mes nièces et que les enfants de tous les gens qui habitent dans le monde, en fait, toutes les petites filles ne vivent pas ça. Parce que franchement, c'est pas un moment chouette à vivre, c'est un moment qui marque une vie et on pourrait vraiment s'en passer, on vivrait mieux. Vous l'avez dit sur scène, personne ne le savait. Vous l'avez dit après le décès de votre père, est-ce que ça joue? Ouais. J'aurais pas eu le courage, je crois, de le dire devant mon père. C'est un peu ridicule, ça. C'est encore des trucs qu'il va falloir changer. Mais attention, parce qu'il y a des voitures là. Mais papa, je sais pas. Je pense que ça lui aurait fait tellement de peine, que ça lui aurait fait tellement de mal que je voulais aussi préserver mon père, et ce qui est un peu ridicule. Et j'avais pas le courage, peut-être, je sais pas. Mais ça a été compliqué parce que quand j'ai décidé d'en parler dans mon spectacle, pourquoi? Parce que comme ça, c'est avec mes mots, c'est ma façon de le dire. J'ai pas fait un tweet, j'ai pas demandé à des journalistes de venir pour l'annoncer comme ça. Et parce qu'en plus, je me disais, en faire rire, ça pourra lancer le message qu'on est vivante malgré ça. Et que si on arrive, il faut continuer à rire. Et même rire de ça, pourquoi pas? Parce qu'on rit de choses très terribles, comme de la mort, comme ça. Il faut aussi pouvoir... Si j'arrive à faire rire avec ça, ça prouvera à quel point le message il est clair, ça ne vous détermine pas, les filles, les garçons, on va continuer à être heureux. Et c'est vraiment important parce que les survivantes doivent survivre et vivre et sourire et rire. Et c'est pas facile. On continue notre périple? Ouais. Vous êtes sûr qu'on va marcher à pied parce qu'il fait froid? Mais c'est pas très loin. Ouais, quand même. Vous êtes frileuse? Bah oui, mais j'ai mis un petit manteau, j'aurais dû mettre... J'avais pas pensé qu'on allait traîner toute la nuit. Bon, ce changement de vie, on en parle parce qu'on n'en a pas vraiment parlé du changement de vie. Ouais. Déjà, vous êtes avocate. C'est vrai. Déjà, 7 ans d'études, les examens, les bonnes notes, parce que je suis une très bonne élève. D'accord. Oui. Et vous commencez dans des cabinets... Français d'abord. Ouais. Là, je vais passer à un concours d'éloquence que je vais rater la première fois, je vais rater la deuxième fois, je l'aurai la troisième. De toute façon, j'avais décidé que je l'aurais. J'aurais dû passer 10 fois, je l'aurais passé 10 fois. Enfin, il y avait une limite d'âge, je crois. Mais je l'ai la troisième fois. Et quand je l'ai, mes patrons... Vous avez un peu d'eau, si vous voulez, sur le côté. Sur le côté. Quand je l'ai, mes patrons vont être vraiment odieux avec moi parce qu'ils réalisent que pendant un an, en fait, quand vous avez ce concours d'éloquence, pendant un an, vous êtes commis d'office en matière criminelle. Oui. Ça veut dire... Alors qu'avant, vous faisiez de la délinquance en col blanc? Ouais, je faisais du droit des affaires. Ok. Ça veut dire que si à Paris, vous tuez quelqu'un, vous violez une fille ou vous braquez une banque, ce qui sont des crimes, et que vous n'avez pas d'avocat, vous aurez forcément comme avocat une de ces personnes qui a gagné le concours, ce qu'on appelle les secrétaires de la conférence. Et donc, c'est la vraie défense puisque vous défendez... C'est compliqué pour les gens de le comprendre, mais aux assises, les procès, c'est le procès de celui qui est accusé. Ce n'est pas le procès de la victime. Donc on parle beaucoup plus de celui qui est accusé que de la victime. Oui. Et c'est de lui dont on parle de son enfance, de pourquoi il est arrivé là, etc. Et parfois pour les victimes, c'est compliqué de comprendre pourquoi on parle tant de lui. Mais parce que c'est lui qui risque la prison. Et du coup, voilà, moi je vais me retrouver donc, à devoir faire ces procès-là. Et pour mes patrons, ça veut dire que je vais moins travailler pour eux, leur apporter moins d'argent. Et donc ils vont être odieux avec moi. Et là, ça va me mettre un coup de sang. Je vais enfin sortir de mon pays de Candie, là. Et je vais démissionner sur un coup de tête et je vais aller me faire embaucher par un cabinet adverse que j'avais défoncé dans une grosse affaire de réassurance. C'est l'assurance de l'assureur, c'est l'arbitrage international. C'est très compliqué et pas très drôle. Mais je les avais laminés. Donc, en sortant de la réunion où mes patrons vraiment se comportent mal avec moi,
Je sors de là, j'aurais jamais pu faire ça sans ça. J'ai une telle rage que je décroche mon téléphone, j'appelle l'avocat adverse. Je dis, vous vous souvenez de moi? Il me fait, oui, très bien. Je fais, voilà, je suis sur le marché, est-ce que je vous intéresse? J'aurais jamais osé faire ça avant, jamais. Et là, la rage me fait faire des trucs. Et bien sûr, le mec me dit, ah, grave. Venez. Bah venez, non, j'ai passé 7 entretiens en anglais et tout ça. Et puis et après, ils m'ont dit OK. Et j'ai pu aller coller ma démission sans discuter, sans annoncer, sans rien. Sur comme la pub du loto. Au voilà. revoir. Au revoir. Il m'a dit, mais c'est pas comme ça qu'on dit. Attendez, on va discuter. Si les conditions ne vont pas, je fais, il n'y a pas de discussion. C'est au revoir. Donc, première démission, mais là, vous restez avocate. Oui, je reste avocate, mais je passe dans un gros cabinet américain. Et là, je vais faire là, ce sera la conférence. Donc, je vais prendre la parole dans le monde entier, faire des discours, organiser les concours l'année suivante, plaider aux assises. Je vais rencontrer Robert Badinter, Vergès, que des grands noms. Que j'ai si bien cité en début d'émission. Oui, à qui vous avez rendu un si bel hommage au début de cette émission. Mais je vous ai pas aidé, je vous ai bien laissé galérer. Et du coup, je suis très heureuse d'être avocate, mais quand mon grand-père décède, et que je suis à son chevet pendant une semaine à lui tenir la main, dans la maison dans les Vosges où il n'y a rien d'autre à faire que voilà, on a juste ce contact. Et je me dis, mais à quoi on doit penser à ce moment-là? Au moment où on sait qu'on va partir, à quoi on doit penser? Et je me dis, on doit se faire un bilan de sa vie. En disant, bon, je vais partir, là c'est la fin. J'ai eu une seule vie, j'ai eu ma vie. Est-ce que je suis contente de ce que j'en ai fait? Et là, il me vient une idée. Je me dis, le truc le plus horrible, ça doit être qu'à ce moment-là, on se dise, ce que vous me disiez tout à l'heure. Mais j'en ai pas fait ce que je voulais. Je voulais faire du violon, je ne l'ai pas fait. Et donc moi, dans cette chambre vosgienne, je vais me dire, il y a quand même un truc que je voulais faire et que je n'ai pas fait. J'ai envie de faire rire les gens. Et là, je me l'avoue face à la mort de mon grand-père. J'ose m'avouer que j'ai envie de faire ce truc. Et puis, il va se passer en même temps un autre événement via le concours de la conférence, un concours d'éloquence, etc. Je vais rencontrer un homme qui s'appelle Gérard Sibel et qui programme des talents pour un festival qui n'existe plus, mais qui s'appelait le Festival de Nantes, de Juste pour Rire. Juste pour Rire, c'est un gros festival qui est au Québec. Et il voulait le faire en France. Ça a marché 3 ans et puis ça s'est arrêté. Et il me dit, j'ai une idée, j'aimerais bien qu'il y ait un truc sur l'éloquence de l'avocat dans ce festival. Et donc on va écrire une pièce avec des copains avocats. Et 2 jours avant le festival, ou non, j'exagère, 3 semaines avant le festival, il me dit, la clôture du festival, ça se passe au Zénith de Nantes. C'est présenté par Dubosc et Rousseau. Et c'est que des duos, il y avait Omar et Fred, il y avait Elise et Moon Dubosc. Ça. Et il dit, ça serait bien que vous veniez faire un truc d'avocat là pour ou contre les duos. Je dis, ok, mes potes sont un peu avocats, ils sont un peu... Et moi je dis, attendez, on va faire un Zénith et tout. On rentre sur scène avec notre sketch qui fait 4 minutes. Moi je rentre sur scène pendant les 2 premières minutes. Pas un rire, rien. C'est-à-dire que je balance des vannes et 4000 personnes qui se taisent. C'est long 2 minutes. Hein. Moi je suis là, bon, heureusement dans 2 minutes mes potes arrivent avec leurs vannes et ça va. Ils arrivent les 3. Et en gros, moi je disais, moi je suis pour les duos, je trouve ça bien. Et eux ils arrivaient les 3, ils disaient, tu peux pas être pour les duos, t'es toute seule. Je dis, vous pouvez pas être pour les duos, vous êtes 3. Vous n'êtes pas pour les solos, vous êtes 3. Et voilà, c'était à peu près ça l'idée. Et eux ils arrivent, ils font leurs vannes. Pas un rire. On va prendre le plus gros bide de l'histoire des Zéniths. Non mais vraiment. À la fin, on rappelle tous les artistes. Mes potes sont au fond, ils veulent creuser un tunnel jusqu'à Paris pour rencontrer personne et pour rentrer sans que ça se voit. Et moi, je suis devant, avec les autres artistes. Et les gens applaudissent, c'est pas du tout pour moi, je le sais, j'ai conscience, mais je m'en fous, je prends quand même. Et je l'ai souvent dit, mais j'ai l'impression de voler des applaudissements. Et après, il y a une super soirée et je ne veux pas dormir de la nuit. Moi, j'ai les yeux ouverts au plafond. Putain, c'était quand même incroyable cette soirée. Et le lendemain, dans le train qui me ramène, donc le lundi matin, dans le train qui me ramène au cabinet, j'ai dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et j'ai un de mes copains, je ne sais pas lequel, on ne saura jamais, qui va me dire cette phrase magique, vas-y, fais-le. Et ça va me pourrir ma vie parce que je vais dire, oui, si je veux, je le fais. Je ne vais pas le faire, ça se fait pas, mais oui, mais si je veux, je peux pas. Oui, enfin, je vais pas le faire. Oui, mais si je voulais, je pourrais. Oui, c'est vrai, je pourrais. Non, je ne peux pas faire ça. Et là, c'est parti. Là, je vais ça dure combien de temps alors? Je vais écrire la première lettre de démission pratiquement le jour même. Et au moment d'aller démissionner, je fais non, calme-toi, en fait, c'est juste l'euphorie du moment. Dans une semaine, c'est passé. Une semaine après, je ferai une deuxième tentative. Et au bout de 3 semaines, je dors plus, je mange plus, je ne pense qu'à ça. Et là, je me lance et je démissionne. Vous étiez drôle? Vous saviez que vous étiez drôle? Parce que bon, la première chose que vous avez fait, c'est un bide. Ouais, mais c'est ça qui est génial. Il y a la confiance en vous, mais c'est presque un ego surdimensionné. Sûrement un ego. Mais après, je suis marrante dans la vie, je savais. Enfin, moi, je dis marrante, mais les gens disent souvent fatigante.
mais j'avais ce truc et qui était en moi. Et la première fois que je me rends compte que c'est pas un défaut, parce que depuis que je suis élevée petite, on m'explique que c'est un défaut, c'est mon grand-père qui va me mettre une cassette vidéo de Jacqueline Maillan, qui s'appelle Croque-Monsieur, VHS. Pour les gens qui ne savent pas, c'est une grosse cassette dans une grosse machine avec des images assez moches. Et je vais voir cette pièce, et Jacqueline Maillan, pour ceux qui ne le savent pas, c'était une grande comédienne de boulevard. Elle était tellement célèbre qu'on l'appelait La Maillan, et elle était très drôle. Je fais ça, Louis de Funès pour... ouais, c'est le même, voilà, c'est le féminin de Louis de Funès. Et elle joue d'ailleurs pour les jeunes, Papy fait de la résistance, si ça vous parle, elle joue la cantatrice. Pour les jeunes, je ne suis pas sûre. Non, pour les sommets de la montagne. Et du coup, je vais voir cette femme qui fait oh là là là, comme ça sur scène, et je vois mon grand-père, ma grand-mère, mes parents qui rigolent. Je dis, en fait, on peut être exubérante. Et c'est elle qui va donner le droit de l'être. Donc merci Jacqueline. Merci Jacqueline. Hein? Alors, le choix, comment il se fait? Comment, à un moment, vous dites, ok, j'y vais, très bien, mais il y a un temps de latence là. Comment on arrive, on a fait le choix, et puis après, on est sur scène. Enfin, une fois que j'ai démissionné, j'ai un préavis. Hein. Ouais. Donc là, c'est un peu bizarre. Mais entre votre dernière plaidoirie et votre première scène, combien de temps? Le jour 1 de j'ai plus de travail arrive. Ouais. Et là, j'ai plus de travail. Et je me dis, il faut que j'écrive un spectacle. Donc je vais aller m'installer au Café de Flore à Paris parce que j'ai une idée très arrêtée sur le fait qu'il y a eu tellement de gens qui ont écrit là-bas que c'est le lieu de l'inspiration Paris. Donc voilà. Je vais me mettre là avec mon ordinateur et évidemment, il ne va rien se passer parce que j'ai aucune inspiration au Café de Flore. Sauf que le café est très cher. Surtout que vous n'avez plus d'argent. Ouais. Et puis je vais monter une boîte de prod, je vais mettre toutes mes économies dedans, je vais louer un petit théâtre dans lequel on va jouer. Au départ, je commence à jouer la pièce qu'on avait écrite avec les copains. Et puis après, je vais me lancer, voilà, toute seule. J'allais dire avec ma bite et mon couteau, mais ça sera plutôt avec ma chatte, avec ma fourchette. Je vais me lancer. Et personne n'y croit. Personne, tout le monde se dit. Votre famille, votre entourage, vous dites, mais qu'est-ce que tu fais? Eux, ils sont pas au courant déjà. Ah oui, d'accord. Parce que je dis à personne. Je l'annonce une fois que c'est fait. Au fait, je suis papa, maman, je suis plus avocate. Ah bon? Tu es avocate? Qu'est-ce que tu fais? C'est en entreprise? Alors, non. Je suis humoriste. Ouais, humoriste. Quand j'ai dit je suis humoriste, que mon père entend le mot, il me regarde comme ça, il y a un moment de latence, et je me souviens de cette phrase, il fait ma fille est folle. Non mais ça va bien se passer. Après je comprends pour des parents, j'avais un super job, je gagnais bien ma vie, puis ils viennent me voir au théâtre. Tiens, typiquement, de manière très prosaïque, vous gagnez combien? Parce que vous passez à zéro, mais vous abandonnez un salaire À peu près, je gagnais entre 15 et 19 000 euros par mois. Ouais. Mais c'est d'ailleurs quand vous réalisez que c'est juste la raison pour laquelle peut-être vous n'allez pas y aller. Mais je bossais H24, ça veut dire pas de week-end, pas de vacances. On est 2-3 jours par-ci, par-là, on faisait des horaires de fou. On traîne qu'avec des gens qui ont les mêmes horaires. On travaille la nuit, les trucs, ça vous gêne pas, il y a l'adrénaline, et puis on fait des grosses affaires, et puis c'est super. Puis à un moment donné, on se dit, mais est-ce que l'argent peut déterminer ma vie? Je dis, non, ça serait affreux. Je reprends la petite vieille de tout à l'heure, sur son lit en train de se cogner, qui dit, à cause de l'argent, j'ai fait un métier toute ma vie alors que j'avais envie de faire autre chose. J'ai envie d'être heureuse, profondément, j'ai envie d'être heureuse. Vraiment. Je me disais, et alors, je le dis parce qu'on m'en parle souvent, mais donc j'ai tout planté pour devenir humoriste et j'avais pas de plan B. Ah oui. Et j'ai pas pris une seconde de ma vie à réfléchir au plan B. Pour 2 raisons, je dis, il faut pas de plan B aux gens qui se lancent. Et je vous explique pourquoi. Première raison, c'est que cela va vous faire perdre de l'énergie que vous ne mettrez pas dans le plan A. Même si c'est 5%, c'est 5% dont vous avez besoin pour le plan A. Et deuxièmement, quand vous déciderez que le plan A n'a pas marché, moi, j'appelle pas ça un échec. Parce qu'à la fin, à un moment, quand vous dites que le plan A n'a pas marché, vous avez quand même évolué, vous avez changé, vous avez rencontré des gens, vous avez peut-être découvert que c'est pas exactement ça que vous faites, mais c'est un autre truc qui ressemble, ou que, en fait, c'est pas ça, voilà. Vous avez tellement évolué que le plan A que vous auriez fait au départ, enfin, le plan B que vous auriez échafaudé au départ du plan A, il est totalement obsolète. Donc, vous avez perdu de l'énergie, c'est à cause de ça que vous n'avez pas réussi le plan A, et ça sert à rien. Donc, pas de plan B. Surtout pas. Non, je vous dis, si je plante, je me poserai pour me dire, ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Quel est le nouveau plan? Exactement. Mais de toute façon, j'étais sûre que ça n'allait pas me planter. Vous avez fait On te demande qui en rire. Alors, vache. Non mais parce que je ça, suis allé sur votre page Wikipédia, donc j'ai vu que vous aviez fait cette émission que je regardais à l'époque. Très honnêtement, je me souvenais pas de vous. Ah, c'est normal, c'est une bonne votre premier nouvelle. passage, parce qu'il est sur YouTube. Ah bon, il est? Oui. Et jamais revu. alors, bon, ça m'a pas fait mourir de rire, je vous avoue. Ça m'étonne. Voilà. Et il n'y a pas la critique derrière sur l'extrait sur YouTube. On n'a que le spectacle.
s'est dit quoi dans la critique? Alors, si je savais pas, ça parlait de quoi? Vous êtes en robe d'avocate et vous dites, D'accord. vous racontez comment ça se passe dans un cabinet avec un patron un peu Je me macho, souviens- beauf. Je crois que c'est ça. Ouais, alors je me souviens plus, je crois que je suis passée 2 fois à l'émission. Et je me souviens, il y a une année ou deux, je me souviens pas, mais je me souviens très bien d'une des critiques, puisque c'était très violent en fait. C'est un monsieur, un grand metteur en scène Ici, c'est parfait. parisien. Noël, merci beaucoup. dont je ne donnerai pas le nom évidemment. Ouais. Qui On s'appelle- descend et vous me racontez? Ouais. Ah, je voulais quand même qu'on vienne ici parce Ah, que... Oui. bah oui, Ah oui, c'est là que tout a commencé. c'est là. Alors, pas les 2 premières années de droit, mais Ouais. les maîtrises, enfin licence maîtrise, oui, c'est ici. Je venais ici tous les jours. C'est là où j'ai pris mes cours de droit. Faculté de droit. Eh ouais. Et en face La de- Sorbonne, Panthéon-Sorbonne. J'étais ici tous les jours. Et quand je réussissais bien un oral, là, on allait récupérer le métro. Donc je peux vous dire, j'ai des souvenirs mémorables du mois de juin, mai-juin, où après avoir réussi un oral ou un écrit à l'examen, je descendais la rue Soufflot, ça s'appelle Oui, la rue Soufflot. bien sûr. Bah, j'ai écouté Place des Grands Hommes de Patrick Bruel. Mais la rue Soufflot avec une énergie positive. Et c'est là où j'en parle souvent. Je dis aux gens, n'oublie pas, quand tu réussis un truc, tu marches dans la rue, tu dégages une énergie positive, tu es invincible. À ce moment-là, ce jour-là, vous me regardez très bien. Est-ce que tu peux monter l'Everest? Je leur dis yes, évidemment, je peux. Et quand vous apprenez une mauvaise nouvelle, vous vous sentez comme une merde, vous êtes capable de rien. Donc il faut réussir à changer l'énergie pour rester en énergie positive. Parce que quand on est en énergie positive, on a l'énergie de tout réussir. Et Ça j'ai peut être vécu des moments écrasant en plus ici, devant le Panthéon en plus. Non, c'est pas écrasant, au contraire, ça donne Ah ouais. envie. Ça donne envie de se dire qu'on fait partie Et d'un. vous passiez cette porte? Ouais, tous les jours, tous les matins. On passe cette porte pour Et aller en si- cours. si Il y a vous- plein d'amphis à l'intérieur. Et si vous deviez vous y remettre aujourd'hui, vous pourriez? Vous sauriez? Me remettre au droit? Ouais. Ah non, bah alors déjà tout ce que je sais c'est complètement obsolète. Hein. Ah oui. Bah, le droit c'est une matière vivante donc il change tout le temps, les lois, les règles changent. Je crois que les lois que je connais de l'époque, à mon avis, elles sont plus bonnes hein, quand même. Parce que étonnamment De aujourd'hui, votre temps? de mon temps, aujourd'hui j'ai été plus humoriste que avocate. Parce Ah oui, que j'étais ça y avocate est. pendant 8 ans et humoriste ça va faire 14. Ah oui. Eh oui, Ah eh oui, ça nous rajeunit pas tout ça, quand même. Bon, et donc on ne demande qu'à en rire. Alors, on me demande si à rire, vous êtes vraiment, Oui, vous non, essayez de mais me faire si. de la peine. hein. Non, Mais ça a été oui, très mais très Dans violent. votre parcours, c'est important parce Ouais. qu'aujourd'hui, vous avez du succès, mais c'est quand même, avec du recul, ça doit vous faire marrer de penser à vos bides, ou pas trop? Non, non, là c'était pas. Alors, c'était pas très bon, c'est sûr, mais ça méritait pas ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que Oui. ce grand metteur en scène, Non, dont je vous ne ne prononcez citerai pas pas le le nom, nom, mais qui s'appelle. Jean-Luc Moreau. D'accord. Jean-Luc Moreau m'a dit oui, bon, excusez-moi, mademoiselle, mais vous avez vraiment quitté le métier d'avocat pour faire ça? Mais vous n'y arriverez jamais. C'est-à-dire que le mec a fermé la porte. C'est la première fois que j'ai un avis d'un professionnel, il me dit vous n'y arriverez jamais. Et là, il continue et il me dit en plus, vous êtes beaucoup trop jolie pour être drôle, donc ça sert à rien. Et quand vous jouez, vous faites des grimaces, vous êtes laide. On ne veut pas qu'une jolie femme soit laide. Le seul intérêt chez vous, mademoiselle, ce sont vos chaussures. Est-ce que ce sont des vrais loups-boutins? Et moi, je suis comme ça. Je ne réponds même pas, je n'ai pas la capacité. Je suis en train de prendre un truc, je viens de faire un truc fou qui est de changer de vie. Et j'ai mon premier conseil d'un professionnel, à qui je donne beaucoup de valeur, puisque c'est un professionnel, qui m'explique que c'est mort, que j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie, j'ai foutu ma vie en l'air et que je n'y arriverai jamais. Je vais passer. Ça, c'est. Je dis pas de conneries, c'est la bibliothèque Sainte-Geneviève, ça là. Ou c'est Cujas, je sais jamais, je les confonds. Oh, je sais plus, ça fait il y a trop longtemps. Et du coup, je vais rentrer Parce que, chez moi. ouais, c'est en même temps très méchant, mais j'imagine qu'il essayait d'être drôle et que ça peut être Ouais, bah piquant. c'était pas drôle. Ouais, hein. C'était pas drôle. Aujourd'hui, il Non. le ferait plus. Hein. Il Ah ferait ouais. jamais ça à une Non. meuf aujourd'hui. Mais à l'époque, on pouvait dire ce qu'on voulait. Mais, mais moi, je vais Vous rentrer savez chez que je moi. vous suis là. Hein, Ah, parce mais moi que aussi, je vous suis. Hein. Non, on va dans un endroit que vous nous avez conseillé. Ah bah, mais c'est pas par là. Ben, on va par où alors? Faut aller à la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Ah non, D'accord. ici, c'est par là. Je sais même plus. Putain, je suis paumée. Ça fait trop longtemps que je suis Vous paumée. voulez que je mette le GPS? Ouais, mettons le Bon, ben, GPS. je mets le GPS, comme ça on a sur le coup. Et je vous Toilette. écoute en même temps. Ouais, c'est- Mais alors comment vous avez rebondi? Comment j'ai Parce que rebondi? Quand vous rentrez chez vous, ça doit être terrible. Moi, je me mets dans mon lit et pendant 3 semaines, je suis en position fétale. En me disant, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie de démissionner, de tout foutre en l'air.
Et ma vie, il va falloir que je ne sais pas comment je vais m'en sortir en fait. Le mec a dit que j'arriverai pas, donc j'arriverai pas, donc c'est la catastrophe. Et voilà, franchement c'est affreux. Je fais que pleurer, je suis en position fétale, je vois personne et je dois assumer le fait que j'ai fait une énorme connerie. Et au bout de 3 semaines, l'énergie revient et là en fait je vais me dire non mais en fait pourquoi je donne autant d'importance à la vie de ce mec que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui ne viendra pas à mon enterrement. Et je vais faire l'inverse. Attention contact. Ouais. Et du coup, je vais faire l'inverse. Je vais me dire, mais en fait, je vais lui prouver qu'il a tort. Je vais lui prouver qu'il a tort. Et là, à chaque fois que je vais avoir des moments difficiles, que je joue, qu'il n'y a personne, que machin, à chaque fois que j'ai envie d'abandonner, j'ai une voix qui vient, qui me fait Jean-Luc Moreau. Et là, je fais non, je vais y arriver. Et je lâche pas, parce que Jean-Luc Moreau. Et du coup, pour lui prouver qu'il a tort, je vais tenir. Et je vais utiliser ce truc négatif comme un truc positif. Et à partir de quand vous êtes dit, tiens, ça y est, j'ai pas réussi, parce que j'imagine qu'on se le dit jamais, parce qu'on doit toujours tout remettre sur le métier, mais ça y est, là quand même, là c'est bon. J'ai jamais pensé. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand même, aujourd'hui, non, c'est pas vrai. L'Olympia. Non, avant l'Olympia, non, avant. Premier truc vraiment important dans ma vie, mon DVD. Quand mon DVD sort à la FNAC et que je vais à la FNAC et que je vois mon DVD avec tous les autres humoristes, c'était mon diplôme. Parce que avocate, j'ai un diplôme. Personne ne peut dire que. DVD, c'est là. Hein. Oui, mais DVD à l'époque, ça sortait. On sortait de DVD. J'ai un DVD qui est sorti à côté de Gad Elmaleh, à côté de Jamel, à côté de Foresti. Il y avait le DVD de Caroline Vigneault. Et c'était comme si on m'avait donné mon diplôme. Et là, j'ai fait waouh. En fait, c'est merveilleux. C'est officiel, je suis humoriste. C'était comme mon truc. Après, il y avait l'Olympia parce que je rêvais de le faire et le faire. En fait, le DVD, je me suis sentie humoriste. L'Olympia, je me suis sentie artiste. Et pour la première fois, après l'Olympia, j'ai dit, je suis une artiste. Et le dernier gros truc, ça a été le film Flashback. C'est le dernier que j'ai écrit. Et je vais diriger une équipe avec plus de 90 comédiens, 1300 figurants, 10 époques, plus de 300 personnes à diriger. Pour faire un film dont je suis très fière et qui est sur Amazon Prime Video. Allez le voir. Bonjour. Alors là, je vous explique, on arrive au tram, qui, comme vous l'avez vu, pas loin de la bibliothèque QJAS, de la fac, etc., qui était mon univers à l'époque où j'étais avocate. Et c'est l'endroit où j'adore venir pour écrire. Parce que vous allez voir, c'est magnifique. Et alors, c'est fermé normalement. Oui. Mais on a beaucoup de chance parce que comme du coup, je connais bien la propriétaire à force de venir, qui est une ancienne avocate aussi qui a abandonné. C'est pas vrai. Mais, mais comme il y a le brin de pied, mais c'est un métier que tout le monde doit abandonner. Exactement. Qu'on l'a rencontré avant de venir. Génial. Voilà. Bonjour. Merci de nous ouvrir en nocturne. Bienvenue. Voilà. Mais alors, le tram, c'est une librairie où on mange? Alors, là, ça doit être c'est très mal résumé, mais c'est sans doute oui, ça. C'est un petit bistrot de quartier. Oui. Viens là qu'on te voit parce que là, on ne te voit pas. On ne me voit pas, donc c'est un petit bistrot de quartier qui abritait une librairie il y a quelque temps et qui a été un petit peu réaménagée maintenant pour se transformer uniquement en un restaurant. D'accord. Mais regarde comme c'est beau. C'est calme, paisible, regarde là. Et alors, où est-ce que vous vous installez pour écrire? Moi, j'adore être là. Caroline, elle aime bien s'installer sur la table de gauche. Oui. Parce qu'il y a une très belle lumière. Il y a une bonne énergie. Est-ce que vous ressentez la bonne énergie? Ah oui, c'est vrai, on est bien. T'as vu? Non, mais on a envie d'enlever la veste. On a envie d'enlever la veste. Et regarde, on n'est plus à Paris. On est dans on est dans un truc un peu familial. C'est vrai. Quand on habite dans un appartement, là, on a de l'espace comme à la campagne. Et puis regardez ça comme c'est beau. Voilà, moi je me mets là. Je prends un truc à boire, un petit truc à grignoter. Et voilà, on n'est plus à Paris dans un appartement. Voilà, on est dans la maison de campagne familiale. Et regardez, on ressent l'énergie, moi je trouve ici. J'adore ce lieu. À Paris, c'est un de mes lieux préférés. Qu'est-ce qu'on mange ici? Et qu'est-ce qu'on boit? On mange un très bon croque-monsieur. Ah, c'est le meilleur. C'est vrai. Meilleur croque-monsieur de Paris. Et très léger, enfin pas du tout. Et on mange aussi un très bon gâteau à la châtaigne, un fondant à la châtaigne. On est très connus pour le fondant à la châtaigne. Il faut que je vienne en journée pour manger un gâteau à la châtaigne. Ah ouais, évidemment. Regarde, comme c'est beau.
Alors, fais-nous faire le tour du propriétaire quand même. Donc ça, c'est l'espace. Donc là c'est la table d'hôte. Voilà. Oui. En plus, il y a de la place. C'est-à-dire que moi, j'ai l'ordinateur, les notes, les trucs, il y a de la place. Ah oui, vous prenez la table entière alors non, parce qu'il y a d'autres gens qui 10 écrivent. personnes. Ah Je ne oui. suis pas toute seule. Il y a beaucoup de gens qui viennent écrire. Et alors, c'est très sympa, justement, parce que les gens peuvent se retrouver ensemble. Et il y a une très belle lumière qui arrive le matin d'ici. Donc, c'est assez propice pour le travail. L'inspiration. L'inspiration, exactement. L'énergie. Là, il y a l'espace qui était l'ancien espace de la librairie qu'on a réaménagé en restaurant et sur lequel finalement on case maintenant sur nos étagères. On met Avec plein des d'objets à objets vendre. qui nous sont déposés par une antiquaire. On met les vases d'une amie que j'aime beaucoup qui fait des jolis vases en verre soufflé qui s'appelle Marie-Victoire Vinclair et qui nous prête des vases pour égayer nos étagères. Voilà, on a aussi quelques jolies sculptures d'une autre amie qui nous a prêté 2 sculptures. Voilà, et on bouge comme ça, on met des objets et ça change. C'est très vivant comme lieu. C'est assez rare, moi, je trouve, à Paris. Et faut le dire, parce que là, à la télé, je ne sais pas si faut le ressentir, mais l'énergie, elle est épaisse. Mais qu'est-ce que vous avez avec l'énergie? L'énergie épaisse? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne ressentez pas une certaine épaisseur d'énergie, là? Un truc calme, apaisant, on sent Oui, bien. ça, c'est vrai. Voilà. Oui, mais je n'arrive pas à le faire Ah, vibrer au bout de vous mes ne sentez doigts. pas qu'elle est Je épaisse? suis pas assez extra sensible comme vous. Non, c'est pas tant sensible. Oui, alors si, c'est sensible. Mais vous savez bien, mais regardez, je vais vous montrer un truc. Ouais. Si je vous parle comme ça et que je vous agresse en n'étant pas très sympathique, vous ne ressentez pas un truc très agréable qui, vous voyez, c'est pas... Alors que si je vous dis, c'est trop sympa, viens, on va faire ça, allez, viens, allez, vous souriez, allez, viens, on va danser, on va boire des verres, voilà. Voilà, je vous communique l'énergie et ça va avoir un impact sur vous. Et ça va modifier votre énergie et ça va modifier l'énergie que vous allez avoir sur les autres. Alors, c'est quoi? C'est les objets? C'est tout. la propriétaire? La propriétaire, Ah oui. le lieu, les objets, les aboiements. Ah oui, on est très, en plus ici, on est dog friendly. Mais- Tout va bien avec son chien. Ouais, c'est clair. Mais c'est très sympa. C'est pour ça que je dis, c'est un lieu assez rare à Paris parce que voilà, c'est comme si on rentrait dans un truc familial qu'on connaît. C'est atypique et très agréable. Voilà, Où est-ce qu'on s'installe pour que je vous pose mes dernières questions? Parce que j'en ai encore. à À la grande à ma table. place. Allez, on se Ah, met à la attends. grande table. Place. Je me mets à côté de vous, alors, parce que sinon je suis vraiment très loin. On a beaucoup parlé de Caroline Vigneault, l'humoriste. Mais est-ce que Caroline Vigneault va faire autre chose, du cinéma bientôt? Est-ce qu'elle va faire, je ne sais pas, de la radio, en tant qu'humoriste toujours, mais avec ses La projets? radio, j'en ai un petit peu fait et mon problème sur la radio, c'est que je crois que j'écris pas, je suis une besogneuse dans l'écriture, j'aime que ça tout parfait. Et quand on écrit à la radio, souvent, il faut être rapide parce que Oui, il faut faire la ceux qui chronique font des le matin, quotidiennes, je ne sais même pas comment ils font. Ah oui, ça Moi, c'est impensable pour vous. impensable, je sais pas, il faudrait que je réessaye, mais c'est beaucoup de travail et de stress. Donc ça, mais ce que j'aime à la radio, c'est le rythme qui est plus rapide parce qu'il n'y a pas le corps. En fait, il n'y a que les mots. Donc il faut faire attention. On perd une partie que j'ai, moi, sur scène, du visuel. Donc, il faut le compenser à l'écriture. C'est vraiment un art, la radio. Mais non, j'ai un projet, c'est de refaire un film. Parce que, comme vous l'avez vu avec ma loge, mais vous ne savez pas, c'est que là, je termine à Édouard VII le 30, mais je commence à tourner le 2 avril. Et à partir du 2 avril, la tournée du spectacle dans toute la France, mais pas que la France. Nous allons à l'international. Suisse, Belgique, Luxembourg, Canada, États-Unis, Asie. L'Amérique? L'Amérique. Il y a l'Asie, mais où? Ouais, l'Asie. Moi, j'ai déjà joué en Asie, je vais y retourner. Mais je joue uniquement à chaque fois pour les communautés françaises, mais qui sont très contentes d'avoir des spectacles. Donc, j'ai joué à Shanghai, à Hong Kong. D'accord. C'était super. Et là, pour les États-Unis, c'est en train de se monter. Donc, a priori, New York, Miami, San Francisco. Mais soyez pas blasé comme ça quand vous le dites. Je ne suis pas blasée, je n'ai jamais fait. Donc ça, c'est la première fois. A priori, oui. Non, mais a priori, après, c'est des petites salles, mais voilà, c'est un kiff absolu. C'est en train de se mettre en place. Et ce que je voulais dire, c'est que la tournée, c'est un grand moment de solitude, malgré tout. Tu prends ton train, tu joues ton spectacle, les gens rigolent, le rideau s'arrête, et là, tu ne rentres pas chez toi. Non. Tu vas dormir à l'hôtel, souvent l'hôtel qui est à côté, où il y a plus la planche de charcuterie, parce que vu l'heure, on ne peut pas, les cuisines sont fermées. Donc moi, j'ai des planches de charcuterie, je n'en peux juste plus en tournée. Donc souvent, je ne mange pas, parce que j'en ai marre.
Et tu es seule dans ta chambre d'hôtel, et puis le lendemain, tu reprends un train pour dans une autre ville, répétition, et voilà. Et c'est une vie qui est assez seule. Et ce qui est quand même chouette dans le film, c'est que c'est tout l'inverse. C'est 300 personnes qui bossent ensemble, c'est que chaque poste, les décors, je bosse avec le chef déco, le chef op pour tout ce qui est lumière, mouvement de caméra, les machinaux, les électros. Et tout le monde a un savoir. Et moi, ce que j'ai aimé, parce que quand vous êtes réalisateur ou réalisatrice, vous êtes le chef d'orchestre. Mais je vais travailler avec chacun de ces personnes dans leur savoir. Et c'est ensemble qu'on crée cet objet qui est le film. Et vous avez déjà une idée, un scénario, des projets? J'écris. Mais entre le moment où on écrit le scénario et le moment où on arrive à le monter, parce que les gens misent sur vous, mettre de l'argent, ça coûte cher de faire un film. Il se passe du temps. Déjà, avant de faire Flashback, j'avais écrit 2 premiers scénarios qui n'ont jamais vu le jour. Donc, mais j'ai continué, je dis un jour j'y arriverai, j'ai écrit le 3e, et là il a réussi, il aurait fallu que j'en écrive 10, et là je continue à en écrire. Ce film est sur Prime Video, est-ce que vous pourriez faire, est-ce que vous avez été convoqué pour faire LOL par exemple, parce qu'il y a LOL qui rit? Alors mon avocate m'en avait parlé pour la première saison, et depuis non. Mais si, bien sûr, avec grand plaisir. Moi j'arrive pas à comprendre les rumeurs ou les gens qui disent que... Enfin, c'est juste une émission qui apporte de l'humour, du rire, c'est bienveillant, c'est sympathique. Enfin, il y a plein d'émissions sur lesquelles on pourrait discuter pour savoir si oui ou non elles ont leur droit de citer dans notre société. Mais celle-là, je ne vois pas pourquoi. Et si vous considérez que vous êtes trop bien payé pour la faire, vous savez quoi? Prenez l'argent que vous voulez pour la faire et le reste, vous la donnez à l'association. Rien ne vous en empêche. Donc vraiment, moi, j'accepterais avec grand plaisir. Vous seriez bonne dans l'exercice? Aucune idée. Ça doit être chaud de pas rire, parce qu'ils sont forts, hein, franchement. Il y en a certains... C'est agréable à regarder parce que nous, on peut rire. Ah ouais. Mais il y en a certains, je me dis, comment ils ont fait pour ne pas rire à cette vanne? Il y a un risque que je parte la première, je pense. Je voulais vous demander, pour finir, est-ce qu'il y a un humour féminin? Non. Ça m'énerve. Est-ce qu'il y a un humour masculin? Peut-être. Pourquoi on dit qu'il y a un humour juif, par exemple? Alors, je ne sais pas ce que c'est que l'humour juif. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que l'humour... qu'il y a un humour britannique. Je sais ce que c'est, moi. Oui, mais... féminin, c'est la moitié de l'humanité. Hein. Ça voudrait dire que la moitié de l'humanité, c'est un groupe qui a un humour particulier. C'est beaucoup de monde pour le même humour. Hein. Moi, ce que je sais, c'est que l'humour, c'est la capacité de faire rire un groupe de personnes. Okay. Pour faire rire ces personnes, vous allez utiliser plein de choses. Un faisceau de choses qui sont vous. Évidemment, on écrit différemment en fonction de son sexe, féminin, masculin, de son orientation sexuelle sûrement, de son éducation. Est-ce qu'on a grandi en province ou en grande ville? Est-ce qu'on a été aimé? Est-ce qu'on a été frappé? Est-ce qu'on est heureuse? Est-ce qu'on est malheureux? Est-ce qu'on est... Voilà, c'est ça qui fait qu'on est une personne unique. Et évidemment, le fait d'être une femme fait que je fais rire et mon prisme est différent peut-être de celui d'un homme. Mais ce n'est pas un humour féminin, c'est l'humour de Caroline Vigneault. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et on a le droit de ne pas aimer. Hein. Je ne peux pas faire rire tout le monde. Est-ce qu'il y a un humour français? Parce que je trouve que vous avez un humour très français. Moi? Tant mieux, je suis française. Mais avec ça fait plaisir. Avec cette satire, vous êtes très... J'adore utiliser le second degré. Et le second degré, c'est un art. C'est un art très français d'ailleurs. Le second degré, c'est donc l'art de dire l'inverse de ce qu'on pense, mais avec un ton et avec un humour qui fait qu'on comprend que c'est forcément pas ce qu'on pense. Mais quand on le dit comme ça, c'est vraiment un art, le second degré. Et moi, il se trouve que je le pratique H24. J'adore ça. Je l'ai enseigné à mes enfants depuis qu'ils sont petits. Donc quand ils sont tout petits, c'est de dire « Maman, est-ce que tu m'aimes ?»« Oh bah oui, mais moins que mon scooter. » Mais lui, il faut quoi? Et puis après, ils comprennent que bien sûr que c'est pas possible. Et après, donc du coup, ils rentrent dans le jeu. Et mes enfants ont commencé à apprendre l'humour très petit en disant « Mais tu préfères à tes chaussettes ?» Je fais « Ah bah non, ça dépend, j'ai des chaussettes préférées. » Donc voilà. Et du coup, les enfants comprennent le second degré. Et aujourd'hui, mes fils pratiquent le second degré. Et je les ai mis en garde parce qu'on vit dans une société où plein de gens ne pratiquent pas le second degré. Et pour moi, c'est tellement une façon de vivre que parfois, je ne me rends pas compte que les gens prennent ce que je dis au premier degré. J'ai eu des problèmes avec les vidéos que je fais sur mes réseaux sociaux, soit sur mes comptes TikTok, Instagram ou Facebook. Je mets des vidéos où je fais des mises en scène avec mes 2 fils. Et évidemment, on pousse le bouchon un peu loin sur les relations entre un parent et ses ados. Et il y a des gens qui m'écrivent pour me dire que je suis une mère affreuse. Ils ne voient même pas que c'est monté, c'est sous-titré. Est-ce que les gens sont plus susceptibles qu'à une époque? Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont l'anonymat de pouvoir venir vous insulter. Ça leur fait du bien.
Et je vais vous dire, moi, je passe mon temps, pas mon temps, mais de temps en temps, je prends le temps de répondre à quelqu'un qui m'envoie de l'énergie négative, de la haine. T'es pas drôle, t'es nul, t'étais déjà nul comme avocate, je te déteste. Et là, je dis la version soft, hein, parce que les mecs se lâchent et les meufs se lâchent avec des insultes. Et là, j'envoie un message à cette personne, je dis voilà, tu viens de prendre 7 minutes de ta vie pour m'envoyer toute cette haine à la gueule. Je vais te demander de faire un exercice, tu vas prendre les mêmes 7 minutes, et au lieu de l'envoyer à moi pour me dire que tu me détestes, tu vas l'envoyer à une personne que tu aimes pour lui dire que tu l'aimes. Et tu vas voir, ça va changer ta vie. Au lieu de dans l'aigreur de « t'es qu'une conne, t'es pas drôle, t'es nul », va voir quelqu'un qui t'aime en disant « j'adore ce que tu fais, c'est chouette, ça donne envie, et ça me motive, et ça ». Et bah ta vie, elle va changer, tu vas sortir de l'aigreur en fait. Et tu vas passer de l'énergie négative à l'énergie positive. Et le monde ira mieux. Caroline Vigneault, l'humoriste du développement personnel. Non, Merci de l'énergie beaucoup. positive, c'est hyper important. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. Ça changera le monde. Ouais. Ah oui, rien que ça. Ouais. Moi, je pense que je vais rester là en nocturne, je vais peut-être bosser un peu. Vous avez des rare. idées? Ah bah là, moi, la nuit, je peux écrire, j'adore écrire la nuit. Ouais, j'adore écrire la nuit. Au bout d'un moment, on a envie de se coucher. Vous avez envie d'aller vous coucher parce que je vous ai fatigué et je comprends. Hein. C'est turbulente. Elle est fatigante, cette Vigneault.